Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission Que les choses soient dites. Un sujet d'actualité sera traité ce soir. Alors, c'est vrai que le Guadeloupéen, vivant sur son territoire, a presque oublié le regard que porte sur nous le touriste de passage ou le partenaire saisonnier qui compte les semaines et les jours jusqu'à son retour et qui se berce d'images d'Épinal lorsqu'il est loin de notre contrée. Que la carte postale est belle, effectivement, sans tricher, avec une partie de la réalité qui nous entoure. Mais pour celui qui vit à l'année, sur cette belle île, sur notre île, une île qui subit les inconvénients des coupures d'eau, des coupures d'électricité, des mouvements sociaux, des contraintes climatiques, est-il encore possible d'adhérer à l'image trop belle? Pourrons-nous encore nous satisfaire de ce que la Guadeloupe laisse paraître pour attirer le visiteur occasionnel? La carte postale fait-elle encore illusion? Le thème de ce soir, Guadeloupe, la carte postale fait-elle encore illusion? Voilà donc un thème qui se colle à notre actualité avec des invités qui sont ici pour en parler et avec vous aussi qui aurez la possibilité à la maison, j'espère que vous n'avez pas de coupure d'électricité, en tout cas pour tous les fidèles, vous pourrez nous appeler pour nous donner votre avis, mais aussi pour peut-être nous donner quelques solutions ou quelques pistes de solutions, parce qu'il va bien falloir se pencher sur ce sujet en termes de solutions. Avec moi en plateau, une femme que vous connaissez bien, une neurofemme, Evita Chevry, qui est avocate. Pour ceux qui prennent cette émission, ou du moins qui regardent cette émission pour la première fois, nous avons aussi Hubert Kiaba, bonsoir. Un homme que vous connaissez bien, qui a mené pas mal de combats, notamment à Sainte-Rose, et pas que. Et avec lui, on a parlé de terre déjà sur ce plateau, de personnes qui ont été spoliées. Il a un regard, je dirais, particulier sur la société guadeloupéenne. Donc, avec lui, nous parlerons des sujets qui vous préoccupent. Alex Bandou, qui lui est agriculteur et qui a l'habitude aussi de venir au sein de cette émission Que les choses soient dites. Un homme que vous voyez à cette émission pour la première fois, Fabrice Devaed, qui est cadre de la fonction publique. Donc Fabrice qui aura à cœur d'avoir ce franc-parler tant attendu par tout un chacun. Et puis Samuel Damour, le Sam international de cette émission. Il est chef d'entreprise et avec tous ses invités, nous aurons, sans langue de bois, nous pourrons dire les choses et dire les choses franchement. Voilà, Madame, Messieurs, merci d'être là. Nous mettrons tout de suite le pied dans le plat. Vous l'aurez compris, nous parlerons mais de la Guadeloupe sociale, de cette Guadeloupe aujourd'hui qui pour certains est en grande difficulté, pour d'autres qui disent que bon, il ne faut pas être fataliste, on va s'en sortir, il ne faut pas s'inquiéter, et pour d'autres qui se disent mais il va bien falloir trouver des solutions. Ce sera en plateau, on verra. Si vous avez quelques pistes de solutions, si vous êtes et demeurez optimiste pour l'avenir, ou si c'est la fatalité totale, il n'y a plus rien à faire, donc nous sommes ici juste pour échanger. Voilà. Tout d'abord, un tour de plateau et je débuterai avec Alex, qui me dira qu'à chaque fois, c'est avec lui que je débute.
mais nous débuterons exactement ça. avec Alex. Et je me disais bien que c'est ce scénario-là qui allait se faire. Ben voilà, mais bien vu. Oui. Avec Alex, qui aura à nous dire vraiment ce qu'il pense de la Guadeloupe. Nous débuterons comme cela. Que pensez-vous, Alex, de cette Guadeloupe? Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment vous sentez-vous dans cette Guadeloupe? Alors, je dirais que je suis fondamentalement guadeloupéen et que je ne me vois pas vivre ailleurs en Guadeloupe. Et d'ailleurs, je ne suis pas fataliste, bien au contraire, parce que si j'étais fataliste, je ne serais pas là, sur ce plateau-là, ou bien je ne serais pas secrétaire général d'un syndicat ou dirigeant d'une structure ou de plusieurs structures, mais je serais peut-être amorphe comme peut-être d'autres le sont. C'est parce que je ne suis pas fataliste et que j'ai beaucoup d'espoir dans ce pays-là et que je pense que nous, effectivement, avons raté des occasions d'avoir un bon schéma pour développer ce territoire-là, que ce soit au niveau du schéma d'aménagement du territoire, que ce soit, vous avez fait mention de l'eau, que ce soit au niveau de l'eau, de l'assainissement, mais il n'empêche que j'ai bon espoir qu'on puisse arriver à une solution. Et bien sûr, je pense que l'outil de fond, véritablement, c'est la chose politique. Et peut-être qu'il y a quelques paliers à franchir pour qu'on puisse sortir de ce pas-là, puisque nous sommes à la remorque d'un pays qui aujourd'hui connaît d'énormes difficultés. Il suffit de voir aujourd'hui qu'on parle que la France est déficitaire et qu'ils sont à quoi 5,7% par rapport à leur PIB, que l'année prochaine ils sont certainement autour des 6,2-6,3%. Or, l'Europe risque de sanctionner la France puisque la tolérance, c'est à peu près 3%. Ce qui veut dire que la France est en grande difficulté. Et donc, j'aime à dire, et c'est un constat que je fais régulièrement, l'humain aime bien suivre celui qui réussit. Et je pense qu'aujourd'hui, la France n'est pas en phase de réussite. Et donc, par conséquent, peut-être qu'il y a des choix politiques sérieux à prendre. C'est bien de ça que je parle. Il y a des choix politiques au niveau de la Guadeloupe à prendre. Et donc, il faudra du courage. Mais sincèrement... Qui doit avoir du courage? Les élus, le peuple guadeloupéen d'abord. Ah, oui. Le peuple guadeloupéen qui devrait imposer un certain nombre de choses aux élus que nous avons, qui, à mon avis, manquent pour beaucoup de vision politique. Ce sont des politiciens qui font beaucoup de politique politicienne, mais qui n'ont peut-être pas suffisamment de vision politique pour le territoire. Or, je suis issu, et je suis encore dans un courant politique en Guadeloupe, qui a, à mon avis, écrit de belles pages de l'histoire de la Guadeloupe sur les 50 dernières années, même peut-être qu'avant. Et je pense que nous avons beaucoup d'écrits, beaucoup de projets sur le mouvement patriotique. Et donc, nous avons de bonnes choses, à quel que soit le niveau, que ce soit au niveau de la production, que ce soit au niveau de l'aménagement du territoire, que ce soit, bref, sur le plan culturel, nous avons des choses décrites qui malheureusement ne prennent pas corps, tout simplement parce que les leviers que le système met à disposition politique, que le système met à disposition, nous ne les avons pas nécessairement. Et donc, dernièrement sur ce plateau-là, j'ai dit que nous avions perdu la main à partir véritablement, puisque je me rappelle encore des années où on arrivait effectivement à converser avec le peuple guadeloupéen qui entendait ce que nous disions. Et je pense que sincèrement que la période d'après Hugo a permis à la France de reprendre la main et à continuer et accentuer sa politique d'assimilation ici. Et donc le résultat, là, nous sommes en train de payer. C'est exactement ça, mais il n'empêche que je reste persuadé que la Guadeloupe a du potentiel et peut s'en sortir. D'ailleurs, si on doit regarder un peu le fonctionnement du monde aujourd'hui, je préfère encore vivre en Guadeloupe malgré toutes les difficultés que nous connaissions, problèmes d'eau, bref, d'assainissement. Mais je n'aurais pas voulu être en Ukraine ou je n'aurais pas voulu être actuellement en Palestine ou en Iran ou bref, dans ces régions-là. Je préfère encore être dans mon pays, dans mon paradis, malgré les difficultés. Voilà, merci Alex. Bien sûr, nous débutons cette émission et puis avec Hubert Hubert, vraiment, vous avez déjà emmené un message sur ce plateau. Guadeloupe, chien, qu'à manger chien, c'est mauvais chien. Alors, c'est vrai que vous avez porté ce message. Maintenant, vous avez entendu le début, l'introduction et la même question vous est posée, le regard porté sur cette Guadeloupe.
un premier regard d'amoureux de pays là ça, parce que, comme Alex Tek a dit, il n'y a pas vraiment qu'à vivre d'autre côté qu'ici. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde un peu ça qui a passé là, alors le premier regard qu'on a, un petit coup de pas étonné. Là, nous avons fait en parallèle par rapport à la situation sur le plan politique, nous avons constaté que ça qui a passé en France en ce moment sur le plan politique, avec le gouvernement à M. Macron, eh bien, c'est un peu ça qui a passé ici. Ça veut dire que la population là est déçue. Pourquoi? Parce que M. Macron dit qu'on ne campagne ni droite ni gauche, soi-disant, il prend mon à droite, il prend mon à gauche, et il décide effectivement de faire en sorte à ce qu'il y ait on lignée qui n'a pas une vision politique, parce qu'on est de tout bord, et je de la bida qui a explosé. Et nous avons regardé ce qui a passé à l'Assemblée nationale et ce qui a passé véritablement, même pour te faire un gouvernement, c'est difficile. Eh bien, en Guadeloupe, c'est même bien là. Hein? Là, on voit M. Charles rentrer, eh bien, on voit il prend mon à droite, mon à gauche, il prend les indépendantistes, il prend tout le monde. Et je de là, il y a une sorte de mail TikTok, où pour ne pas retrouver, le monde déçu véritablement. Parce que même gens, ça qu'a fait en France, c'est même gens ici, où qu'on trouver effectivement, eh bien, des gens qui là, et qui tenaient en attente, et que là, ils n'ont pas qu'à arriver à comprendre, eh bien, que malgré autant de nous, malgré nous avons pensé que nous mettons des gens qui sont nous, des gens qu'on nous, eh bien, cette situation-là, il est là. Mais est-ce que c'est bon politique à monde qui a fait la différence? Ça n'a pas fait la différence, mais en tout cas... Les élus, c'est des Guadeloupéens? Les élus, c'est des Guadeloupéens, mais pour véritablement que... qui ont dit ça, ou fait en sorte à ce que... ou crier fort Guadeloupéen intérieur, mais il faut une petite graine, parce que là, on voit véritablement... ou dans ces bords politiques là, ou en quartier politique, nous savons très bien qu'il y a décidé. Là, on voit des décisions à prendre, et très souvent, des décisions n'ont pas sorti là. Et là, on regarde bien qui Jean-Bidin a passé, eh bien, garder les décisions que nous prenons aussi, et en cas penser aussi, nous pas qu'à parler en l'eau de ça, mais c'est un peu symptomatique. Là, les gens pas ni en véritablement, en pays dit amour, parce que ça n'a pas ni exclusivité pour la Guadeloupe, mais les gens pas aimé, eux-mêmes, et ils pas aimé la Guadeloupe, eh bien, on rend-vous compte, eh bien, nous n'y ça, nous n'y là. Et là, en peut dire comme ça, qu'à travers, eh bien, les dossiers que nous avons vrai qu'à passer, eh bien, nous avons l'impression que chaque monde qui a essayé de tirer, eh bien, côté ailleurs, il a essayé de tirer de manière à ce qu'il puisse sortir et qu'il puisse trouver une solution, trouver un lendemain. Et nous, ni population là, ni ça, ni là, parce qu'il a oublié encore une fois. Et nous ni en lot exemple que nous pouvons prendre pour nous parler de ça. Qui ce soit au niveau du transport, qui ce soit au niveau de l'eau, qui ce soit au niveau du foncier, qui ce soit au niveau économique. Eh bien, là, nous regardons ça qui a passé, pas même qu'à parler politique et social. Eh bien, nous rendons compte qu'il y a oublié, il y a une population qui a souffert et qui a crevé effectivement la gueule ouverte. Merci, Hubert. Fabrice. Alors j'ai religieusement écouté, d'ailleurs félicitations pour ce plateau, parce que c'est un plateau qui représente la Guadeloupe. On a le chef d'entreprise, on a la profession libérale, on a le syndicaliste, on a l'agriculteur, et on a le cas de la fonction publique. Donc déjà on a un large panel, félicitations Evelyse pour ça. Et puis aussi en termes je veux dire, de diversité, on a une femme, mais on a aussi un jeune. Et je ne partage pas la... Comment? Non, justement, je veux dire que en tant que jeune, peut-être le plus jeune sur le plateau, je ne partage pas l'optimisme ambiant des aînés, mais je pense que c'est aussi une fracture générationnelle où nos parents sont très confiants, nos grands-parents sont encore plus confiants. Et on a toute une jeunesse, on le voit, hein, Monsieur Kabia, je crois, habite Sainte-Rose, il y a un couvre-feu pour les jeunes mineurs, ça brûle à droite à gauche en Guadeloupe, et ce sont généralement... je ne dirais pas des jeunes délinquants, mais des jeunes mineurs ou des jeunes désemparés qui le soir, se livrent à des exactions sur la voie publique. Donc on voit bien le décalage générationnel entre ceux qui pensent que ça va et nous, la jeune génération, qui pensons réellement que ça ne va pas. Il n'y a qu'à voir le fait que 85% de la jeunesse part. Elle ne revient pas en Guadeloupe. Déjà, lorsque vos propres enfants ne veulent pas vivre chez vous, je pense qu'il faut s'interroger. Je prends les chiffres, hein, il y a qu'à voir. Alors, Césaire parlait de génocide par substitution, mais on était 450 000 il y a 20 ans, on est 300 000 aujourd'hui. Il y a un rapport du Sénat qui est sorti sur le fait qu'il fallait mettre plus d'EHPAD en Guadeloupe.
parce que nous allons devenir l'un des départements les plus vieux de France. Effectivement, ce n'est pas l'Ukraine, mais le sida fait un ravage en Guadeloupe. Nous sommes parmi les numéros 1 de l'illettrisme en France. Il y a un quart de la jeunesse, même pas 25% de la jeunesse qui quitte le système scolaire sans aucune formation, sans aucun diplôme. On peut continuer comme ça, en fait. Je veux dire que c'est pas être pessimiste, c'est juste qu'à regarder les chiffres. C'est être réaliste. Eh ben, c'est les chiffres de l'INSEE. Il faudrait la prochaine fois inviter mon ami Vincent Tacita de Calistat. Il les connaît bien, ces chiffres. Donc, le taux de chômage chez les moins de 25 ans est de 58%. Oui. Le taux de chômage en Guadeloupe est supérieur à celui dans la métropole. La vie est 40% plus chère. Enfin, on connaît les chiffres. On connaît les chiffres, ça fait 20 ans qu'on en parle, 20 ans qu'on nous propose des solutions qui ne tiennent pas. Le LKP, c'était en 2009, hein, pour rappel. Ça fait une décennie qu'on n'a pas d'eau, et maintenant on se retrouve à ne plus avoir d'électricité. Je ne sais pas où vous voyez l'optimisme, mais pour le coup, moi, je ne le vois pas. Alors, cela étant dit, une fois qu'on a dit tout ça, je peux aussi vous rajouter, et c'est un peu... je crois que c'est un peu... on abordera le sujet ce soir, mais je pense que c'est... c'est un malaise généralisé, c'est pas un malaise propre à la Guadeloupe. On voit ce qui se passe en Martinique, on voit ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Et donc, effectivement, je pense que M. Kiaba parlait de l'État. À l'époque, il y avait quand même un État qui est un peu plus présent. Aujourd'hui, la philosophie macroniste, c'est d'avoir un État un peu moins présent et moins préoccupé de ce qui se passe en Outre-mer. On le voit en Nouvelle-Calédonie, on le voit en Martinique, on ne voit pas de solution. Donc, si l'État n'apporte pas de solution, et c'était un peu la troisième voie que nous avaient proposé nos parents, hein, je parle d'Aimé Césaire qui pensait que la départementalisation allait nous apporter un certain confort de vie. Aujourd'hui, on peut constater qu'on a... Il s'est ravisé quand même. Hein, il s'est ravisé, mais parce que c'est un visionnaire. On peut se dire aujourd'hui que nous arrivons à la fin d'un modèle. Une fois qu'on a parlé de l'État, on peut parler de nos politiques. On sait qu'il y a une vague de corruption au sein de la classe politique. On est au 25e congrès pour parler de la même chose. Donc, vous voyez, vous avez un certain nombre de facteurs socio-démographiques, socio-économiques qu'on vient de décrire. Et couplé à ça, il n'y a pas de solution, ni au niveau de l'État, ni au niveau de la classe politique. Et c'est pour ça que la rue, c'est pour ça que le peuple, qui, comme disait M. Kiaba, et là pour le coup je partage son point de vue, les gens refusent de crever la bouche ouverte. Il y a trop d'inégalités en Guadeloupe. Je le disais à mon ami Sam dernièrement, et je ne monopoliserai pas la parole, mais quand par exemple le SIAG, qu'on doit liquider, en train de le faire des titres, c'est-à-dire en train de saisir des pères et des familles en Guadeloupe, et que de notre côté, le Conseil d'État permet au SIAG de ne pas payer ses dettes fournisseurs, on voyait bien qu'il y a deux poids, deux mesures, que c'est encore les petits, je dirais plutôt la classe moyenne qui va payer. Quand on sait en plus de ça que vous demandez aux gens, c'est-à-dire que vous allez sur les paix des gens pour saisir les gens, et que derrière, l'État nous informe qu'il y a une absence, une erreur comptable de 50 millions d'euros dans les quêtes du SMG-AGA, vous voyez quand même que les gens ne sont pas... vous voyez, c'est pas La La Land, Disneyland ou le monde des bisounours. Je crois que la Guadeloupe a un vrai problème. 50 millions d'euros ne peut pas disparaître comme ça. Ah ben, apparemment, ils ont disparu. Il faudra demander aux gens pourquoi ils ont disparu. Mais en tout cas, moi, je vous dis que l'État refuse aujourd'hui de mettre de l'argent au sein du SMG-AG pour continuer les travaux. C'est pas moi qui le dis, c'est le préfet. Donc, on peut continuer comme ça pendant des heures. La question, c'est la question fondamentale. Alors, j'ai bien aimé votre éditorial, votre introduction. Est-ce que le pays fait toujours illusion? Est-ce que la carte postale fait toujours illusion? Oui, pour certains. Pour les exogènes, les yo, comme disait le LKP. Pourquoi? Parce qu'on a... Alors, c'est marrant qu'on se réveille aujourd'hui, parce qu'on a créé un système. Les 40% de vie chère qu'on a créé, c'est parce qu'on savait pertinemment qu'il fallait faire venir une certaine main-d'œuvre étrangère et qu'il fallait la surrémunérer par rapport au coût de la vie. Quand vous produisez rien, en réalité, vous importez tout, et donc forcément, vous êtes dans un système de consommation, d'importation à un prix... On vous tient. Ben, je ne sais pas si on nous tient, mais en tout cas, c'est le cas. Si on parle aujourd'hui d'EDF, je peux vous dire que EDF PEI peut couper notre électricité parce que c'est un monopole d'État et qu'on n'applique pas la loi française. Pourquoi on n'applique pas la loi française? Parce qu'on les a déniés. Enfin, on rentre dans un système. En fait, je pense que c'est la fin de système. Et il nous faut simplement réinventer un nouveau système. Ouais. Est-ce qu'on est prêt à inventer un nouveau système? Il faudrait... Alors, moi, j'ai une inquiétude, c'est que... Alors, monsieur parlait de la classe politique, mais en créole, on dit chien pas fait chatte. Vous n'allez jamais voir des serpents mettre une mangouste à la tête des serpents. Vous voyez, on reproduit les schémas. Je veux dire, si vous avez des maires délinquants de toutes sortes, c'est parce que quelque part, chez vous, vous avez une mauvaise éducation, une mauvaise hygiène de vie, une dérive, je dirais, sociétale. Et donc, moi, mon inquiétude, c'est plutôt la jeune génération.
C'est parce que autant votre génération a été formée à un certain militantisme, on allait à l'école, on avait l'éducation civique, on avait une certaine connaissance politique. Aujourd'hui, vous prenez les 25 ans, c'est du bouillon qu'ils écoutent. Je veux dire, c'est pas, ils regardent pas l'actualité. Voilà, c'est TikTok, c'est Facebook, c'est pas Figaro, l'Humanité. Donc moi, ça m'inquiète parce que pour pouvoir sortir de l'ornière, il faut pouvoir quand même. Alors je sais qu'en Guadeloupe, intellectuel égale couillon, mais il faut quand même avoir quand même un certain nombre de personnes qui ont une vision. Et quand vous faites la promotion de la médiocrité, l'intelligence devient un délit. C'est fort ce que vous êtes en train de dire, Fabrice. Je pense que ça peut faire l'objet d'un sujet. Je crois qu'il a vu. Évitable. Tout d'abord, la question, la carte postale fait-elle illusion? Fait-elle encore illusion? Je dirais que carte postale, ça veut dire on parle de nous toujours à travers le regard de l'autre. Parce que c'est l'autre qui nous définit comme une carte postale. Nous savons tout ce que la nature nous a donné. Nous savons incontestablement que c'est sur le plan de l'environnement, c'est une des plus belles îles de la Caraïbe. Ça, c'est pas discutable. Mais malheureusement, c'est aussi un pays qui a été très abîmé. Et très abîmé? Oui. Et contrairement à ce que vient de dire mon charmant camarade qui est à côté, c'est pas une question générationnelle. Moi, je pense que la Guadeloupe a été abîmée. Elle a été abîmée déjà au niveau de son environnement, parce que, excusez-moi, mais on a réussi quand même à accepter l'affaire du chlordécone. Et il y a une chose qui me... Vraiment, un jour, il faudra que nos amis douaniers nous expliquent comment cela a pu se faire sans lanceur d'alerte. Et peut-être que, justement, Alex pourra me répondre sur ça, parce que c'est une question qui me turlupine beaucoup depuis que nous avons déposé cette fameuse plainte en 2006. C'est porté par mon syndicat, l'UPJ, en 2006. Hein? Comment? C'était l'UPJ en 2006. En 2006, oui, mais nous étions avocats. Oui, c'est le collège d'avocats dont tu faisais partie. Oui, ce que je veux dire, c'est ça qui m'interpelle. Comment notre pays n'a pas produit de lanceurs d'alerte pour dire attention, parce que les douaniers savaient. Attention, voilà ce qui se passe. Moi, ça restera... je n'entends pas du tout remettre en question la responsabilité de l'État. Attention. Mais savoir, c'est ça qui est important. Quand un pays est capable de produire des lanceurs d'alerte. Et ça, c'est une chose. Donc, pourquoi je dis que c'est un pays qui a été profondément abîmé au niveau de l'environnement, au niveau des sites. Il y a des sites merveilleux qui ont été détruits. Et puis l'homme aussi. Le fait que, de par notre histoire, nous savons que l'homme a été abîmé, puisque nous transmettons un certain nombre de traumatismes. Et le problème, c'est pourquoi. Et ça, je me tourne encore vers Alex, un peu pour le taquiner. Pourquoi le mouvement patriotique a pensé sincèrement, et je pense que c'est une erreur fondamentale, a pensé sincèrement que notre histoire commençait au moment où les afro-descendants posaient le pied sur le port avec la Chine. Alors que notre histoire existait déjà bien avant. Et ça, c'est une erreur fondamentale, parce que de là est né... Alors, on était dans un système, évidemment, de non-existence en tant qu'humain, et en même temps, on n'a pas été capable, justement, de maintenir la force de la culture qui venait d'avant. Et c'est ce qui explique maintenant tous les problèmes d'estime de soi que maintenant les jeunes vivent. Donc, ça, on a un énorme travail à faire qu'on n'a pas fait. Parce que nous disons, et là je reviens vers les maires, les maires n'ont pas compris qu'ils avaient, de par la compétence que leur donne l'État français, l'absolue nécessité de faire des programmes pédagogiques et éducatifs de façon à justement à réveiller toute cette estime de soi. Parce que ça, c'est un vrai problème. Et quand Patricia Brafantrobo a écrit ce bouquin, elle m'a dit une chose. Elle m'a dit, tous les ouvrages sur cette question sont malheureusement américains ou autres, mais il n'y avait pas d'ouvrage francophone sur cette question. Là, c'est un premier point que je voulais soulever. Deuxièmement, moi, je pense que le temps a joué contre nous. Et le mouvement patriotique, à un moment donné, c'est vrai. C'est vrai que
chez les trentenaires, le MPGI et compagnie, ils le disaient, le temps joue contre nous. Et c'est vrai que le temps a joué contre nous. Pourquoi ? Le RSA est arrivé, le RMI, il y a eu effectivement le fameux cyclone, etc., où les gens étaient dans un désespoir infini et l'État a repris la main, etc. Mais c'est une réalité. Le temps a joué contre nous. Et maintenant, cette énergie-là, cette énergie que nous avons toujours de nous révolter, tout ça, elle est en train de s'essouffler. Moi, je sens ça. D'ailleurs, et vraiment, Fabrice vient de parler de 2009 et tout ça. Mais quand on compare... Donc, nous sommes en train de subir ? Non, nous sommes, je dis, essoufflés. C'est-à-dire que quand on compare les barrages de 2009 avec ceux de maintenant, excusez-moi. Ah oui, il y a un monde. Il y a un monde. Moi, je me souviens du barrage de Capesterre-Bello. Immense. Au point que quand on avait demandé à ce que les avocats du collectif descendent sur Pointe-à-Pitre. Donc, on était arrêtés là. Ils sont allés chercher un bulldozer pour ouvrir une partie dans le mur, pour nous permettre de passer. Donc, je veux dire, c'est bien ces petits jeunes qui bougent, qui essaient d'exister par l'action et tout ça, mais ça reste des petits barrages. La nostalgie des barrages. Non, je n'ai pas la nostalgie. Je dis simplement, je compare. Je dis qu'on est en train de s'essouffler. Parce qu'il y a quelque chose qui est, chez beaucoup, qui est en train de, pas de mourir, mais qui est en train de, comme la braise. Et puis, mais c'est vrai aussi, on ne peut pas le nier, il y a des jeunes extraordinaires. Il y a des génies dans ce pays-là. Donc, c'est très difficile de parler de la Guadeloupe et de faire un constat ou totalement positif ou totalement négatif. Merci, Evita. Nous reviendrons tout à l'heure et nous gardons cette flamme-là de cette émission et nous arriverons à Samuel tout à l'heure pour continuer avec ce ballon, comme on dit. Et ça sera juste après une courte pause. Reprenons le cours de notre émission et nous arrivons à Samuel. Samuel, sur cette même question, et nous poursuivons notre tour de plateau. Bonsoir. Bonsoir, Samuel. Bonsoir. Oui. Bonsoir, Samuel. Alors, la question, c'est... On faisait un petit tour de plateau. Alors, le regard porté sur la Guadeloupe, le constat. Alors, chacun a pu... y mettre ce qu'il pensait, ce qu'il voulait. Alors, cette Guadeloupe-là, elle est comment, selon vous, Samuel? Comment vivez-vous dans cette Guadeloupe? Est-ce que vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez bien, vous êtes positif, vous vous dites les choses vont s'améliorer, il y a des solutions, il y a des pistes de solutions, ou est-ce que vous êtes fataliste? Est-ce que vous vous dites, mais tout câble à mort en barilla? Alors, je suis entrepreneur, donc par définition, je ne suis pas fataliste. Voilà, on se bat au quotidien, voilà. Evita a dit quelque chose tout à l'heure en disant qu'effectivement c'est le regard, on attend le regard qu'on a de nous en parlant de carte postale et tout ça. On est un beau papillon, mais on n'est pas une carte postale, j'ai envie de dire. Et la Guadeloupe elle fait encore envie. Peut-être pas suffisamment guadeloupéens, mais en tous les cas ceux qui nous regardent, parce que pendant la Covid, on a vu beaucoup de gens vendre leur maison parce que lorsqu'on est... j'ai envie de dire, lorsqu'on était en métropole, enfermé dans l'Hexagone, enfermé dans sa maison, ça ne se vivait pas pareil qu'être enfermé ici, parce qu'on a un pays, on a vraiment un beau pays, on a un beau pays. Maintenant, est-ce que ça suffit? Evita l'a dit, le pays a été très malmené. Malmené déjà par la chlordécone, on le sait, malmené aussi parce qu'aujourd'hui, on boit, tous les Guadeloupéens, on aime boire de l'eau dans des bouteilles. Mais il faut savoir qu'un jour, il y aura des rapports qui vont dire qu'on est en train de se tuer. Parce que vous avez du microplastique qu'on retrouve partout dans le corps humain. C'est pas fait pour ça de boire de l'eau dans une bouteille. J'ai envie de dire, lorsque l'eau est bien traitée, la meilleure eau serait l'eau du robinet. Mais on boit de l'eau dans des bouteilles. Donc, depuis notre époque, les parents étaient déjà en verre, enfin, les gens savaient que le plastique était quelque chose de nocif. Donc, on nous tue à petit feu, mais c'est... Voilà. Comme on ne peut pas, l'État ne peut plus... j'ai envie de dire, remplir son rôle d'État protecteur, mais forcément, on nous tue à petite dose. Fabrice a dit quelque chose tout à l'heure. Est-ce que l'État est moins présent? Est-ce qu'il est... Alors, je ne sais pas, est-ce que tu avais dit que l'État était moins présent ou plus présent? Alors, l'État est moins présent, oui et non.
moins présent dans le fait de régler nos problématiques, enfin tout ce qui est de l'ordre régalien, tout ce qui est la santé, tout ce qui est la justice et tout, mais par contre très très présent en ce qui concerne ces infrastructures un peu étatiques partout comme l'ADL et tout ça, beaucoup d'infrastructures aujourd'hui qui empêchent à nos hommes politiques, qui ont rendu l'homme politique guadeloupéen complètement impuissant. Alors, le paradoxe dans cette affaire-là, c'est que lorsque vous avez un politique majeur devant vous, vous attendez à ce qu'il prenne, parce qu'il y a eu la première décentralisation, la deuxième décentralisation, la loi Notré, tout ça. Donc, on s'attendait à ce que le Guadeloupéen, les élus, aient beaucoup plus de pouvoir au fil des années. Et tous nos politiques sont majeurs, non? Non, enfin, je parle de collectivité majeure, c'est-à-dire la région, le département. Normalement, ce sont deux collectivités majeures, comme on dit, et ce sont normalement des personnes qui ont des compétences pour pouvoir diriger le pays, puisque le pays, on aurait envie que notre pays soit dirigé plus par nous-mêmes. Mais qu'est-ce que l'État va faire? L'État va rogner au fur et à mesure, sans changer la Constitution, sans quoi que ce soit, va vous placer des instances qui, à chaque fois, il faut montrer patte blanche pour prendre la moindre décision. Je prends un exemple. Nous sommes, par exemple, un pays, on a un littoral formidable, mais aucun maire, aucun président de région, aucun président de département ne peut prendre une décision sur le littoral. Il faut que ce soit encore un service de l'État qui dise quoi faire, comment faire. Alors qu'on a des personnes, je crois qu'on a des universitaires ici, on a des gens qui sont capables, qui connaissent le pays et qui sont capables. D'ailleurs, il y a des choses qui se sont passées à Goyave en 2022, lors du cyclone. Eh bien, je pense que les anciens entrepreneurs n'auraient jamais construit comme ça, en tous les cas. On a bien compris que lorsqu'on voit ce que fait le CAUE, qui est c'est un organisme qui est dirigé par des architectes. Les architectes guadeloupéens ont un savoir-faire différent des architectes de l'Hexagone. Donc, on a un savoir-faire ici, on connaît notre pays. Alors, donc il y a plus d'État, moins d'État pour certaines choses, et plus d'État quand il s'agit pour autre chose, quand il s'agit de nous empêcher de fonctionner. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce peuple-là? Mais c'est vrai que lorsque vous allez voir un élu, et que l'élu n'a pas de pouvoir, et que l'élu est contraint de rester dans une petite cour qu'on lui a donnée, voilà, on vous donne une petite cour, qu'est-ce que vous faites? Vous faites avec. Mais le peuple continue à perdre confiance dans ses élus, puisque ce n'est pas ce que le peuple attend d'un élu. Le peuple attend qu'un élu soit responsable. Mais lorsqu'on vous rend vos compétences, forcément, eh bien, vous êtes moins compétent pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc, je pense que c'est là le danger. On lui a donné une petite cour, Samuel. On lui a donné... Oui, on lui donne un espace de jeu. Oui. On dit que vous allez... L'élu guadeloupéen fait de la cogestion. Voilà, de la cogestion. On vous dit, bon, là, vous allez faire un peu d'économie. Là, on vous laisse jouer un peu dans le tourisme et tout ça. Mais dès que... Voilà. Mais lorsque vous essayez de lever la tête pour faire avancer votre pays, pour faire avancer... Eh bien, vous ne pouvez plus parce qu'il y a d'autres organismes qui prennent le relais. Donc, j'ai envie de dire que les élus aussi doivent le dire aux Guadeloupéens, d'ailleurs. Et on a vu, par exemple, même pour il y a eu, avant, il y avait le PLU, il y avait un certain nombre de choses, postes sur lesquels les maires agissaient. Aujourd'hui, il faut demander la permission à la DEAL. Selon le permis. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que le pays nous échappe quelque part. Alors, il y aura toujours il y a des conflits sociaux ici, comme partout dans le monde. Ne n'hésitons pas. À partir du moment où vous avez des gens qui disent que vous avez des employeurs, vous avez des employés, vous avez des élus, vous avez des administrés, il y aura toujours conflit. Le premier espace de conflit, c'est la famille. Donc, on a compris que lorsqu'il y a deux personnes quelque part, il peut y avoir conflit. Maintenant, même s'il y a conflit, c'est comment gérer le conflit? Est-ce qu'on va gérer un conflit pareil sur une île que sur un continent? Non, on n'a pas d'arrière-pays. C'est-à-dire, quand ça ne va pas à Basse-Terre, ça ne va pas aux Abîmes, ça ne va pas à Saint-François, ça ne va pas à le pays est mort. Et là, c'est vrai que ça a des répercussions sur l'économie, ça a des répercussions sur l'humeur, ça a des répercussions sur tout. Et forcément, ça fait plus de dégâts que si vous aviez un pays dans le parfois. Si vous avez un problème à Nice, à Paris, ça ne vous touche pas. Personne ne sait qu'il y a un problème à Nice, à part à la télé. Mais on n'a pas d'arrière-pays, on a un petit pays, on est 378 000 âmes, donc forcément, ça touche tout le monde. Donc, lorsque ça ne va pas dans une commune de Pointe-à-Pitre, de la Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, aux Abîmes, d'ailleurs, vous avez vu que le préfet a pris un certain nombre de mesures à Sainte-Rose, à Pointe-à-Pitre, aux Abîmes, voilà. Mais ce sont des choses qui sont un peu ponctuelles, mais qui ne fonctionnent pas. On l'a vu récemment, d'ailleurs, ça nous a tous fait rire. On avait, à l'époque, le préfet avait pris des arrêtés pour un couvre-feu à Pointe-à-Pitre, dans certains quartiers. Qu'est-ce que les jeunes faisaient? Comme l'Oricisque n'était pas concerné, j'ai vu des jeunes courir à la Loricisque. Mais c'est vrai, c'est vraiment n'importe. Donc ça, c'est une méconnaissance du territoire qui fait que parfois les gens prennent ces décisions-là. Alors nous maintenant,
Et Fabrice a dit quelque chose d'intéressant, c'est la fin d'un système. Oui, c'est la fin d'un système. Je pense qu'il faut réinventer la Guadeloupe. Il y a urgence. Voilà. Qui peut réinventer la Guadeloupe? C'est nous tous, tout le monde a un rôle à jouer. Le journaliste a un rôle à jouer. Qui doit être le meneur? Non, mais avant de savoir qui est le meneur, on doit avoir des objectifs. Je peux prendre un relais? Oui. Parce que il dit au mitin, il dit comme ça qu'il y a ni moins France, moins qu'à ni plus France. Absolument. Pourquoi on a dit ni plus France? La preuve, toutes les organisations là, qui ont représenté l'État français ici en Guadeloupe, ils n'y France à dingue. France travail, électricité de France, calbitin de France, bref, je dis là, il est en train de reprendre terrain. Et je fais le rapprochement. Pourquoi je parle beaucoup du mouvement patriotique? C'est parce qu'à un moment donné, ils avaient pris conscience que la lutte devait être globale. Il fallait aller sur le plan économique, sur le plan culturel, bref, il fallait se battre sur tous les plans. Et ils ont fait ça, et ils ont quasiment réussi à un moment donné. Là, vous voyez quoi qui pétait. Genre là, si Guadeloupéen peut parler d'être et puis de continuer à goumer citer, c'est parce qu'il y a des combats qui menaient à un moment là ça, qui a fait qu'on peut parler d'être. D'accord? Mais issu de ça, issu de ce mouvement-là des années 70, ils ne sont pas restés uniquement sur la lutte sur le plan économique, ils sont sur le plan culturel. Et peut-être que l'histoire ne l'a pas encore écrit, mais c'est une réalité que tous les gros mouvements que nous avons ici en Guadeloupe, sur le plan culturel, je prends les Akiyou, je prends les Voukoum, c'est issu de ce mouvement-là. D'accord? Ce qui veut dire que dans toutes les communes de la Guadeloupe, à un certain moment, il y a formé parce qu'il y avait Fayamadé à la Boucan, parce qu'il y avait Foyer à Sainte-Rose, parce qu'il y avait Bijengua. Bref, il y avait des associations relais qui formaient, et il a fait mention de ça d'ailleurs, qui formaient cette jeunesse-là. Et donc nous avions une conscience qu'il fallait construire ce pays-là. Moi-même, quand j'ai commencé à travailler, je ne travaillais pas nécessairement pour de l'argent, je travaillais pour mon pays. Je suis rentré dans une logique de l'époque qui était développée par Bijengua, par l'UNEREG et les autres. Il fallait qu'on rentre dans la résistance économique. Il fallait construire ce pays-là. Malheureusement, je pense qu'il y a un relais qui a été raté à un moment donné. Et je ne perds pas de vue qu'en face de moi, j'ai un État français scélérat qui n'accepte pas que des gens puissent prendre ce genre de responsabilité-là. Et quand je vois, par exemple, aujourd'hui, par exemple, dans l'agriculture, chaque fois que je me retrouve face à quelqu'un qui représente l'État français, il faut que son caucasien. Quand je vais à la préfecture, quand je vais à la DAF, quel que soit l'endroit où je vais, il faut que ça soit un caucasien qui soit à la tête d'un organisme qui dirige, ou enfin qui tente de diriger. Et par exemple, je prends le cas, nous avons ici en Guadeloupe la Chambre d'agriculture, par exemple. En France, ce sont les chambres d'agriculture qui déterminent la politique agricole. Et les DAF, la direction de l'agriculture et de la forêt, accompagnent ce développement-là à côté de la Chambre d'agriculture. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est la DAF qui décide. C'est la DAF qui chapeaute, ce qui veut dire que nous sommes réellement dans une colonie. Donc, il n'y a plus, à mes yeux, il y a de plus en plus de France. Et il y a de plus en plus de France dans ce schéma-là où ils sont en train de cadenasser toutes les structures de gestion. Mais il y a de plus en plus de France parce qu'ils sont en train d'acheter plein de fonciers ici en Guadeloupe. On va dans les hauteurs de DR, on va dans les hauteurs de Bouillante. Eh bien, ils sont en train de créer des ghettos de caucasiens. Et à la limite, à un moment donné, peut-être qu'on n'aura pas le droit de passage sur ces terres-là. Ce qui veut dire que le Guadeloupéen, quand il parle de réinventer le pays, nous avons tout intérêt à nous asseoir et de prendre conscience que nous avons un pays qui nous appartient, qu'on est en train de nous spolier, de nous voler ce pays-là, et qu'il s'agit de réagir. Alors, il y avait d'abord Fabrice, ensuite... J'ai pas fini mon propos. Ah, ben... Bon. Alors, Samuel, Fabrice avait demandé la parole, il y a eu... Non, c'est juste pour dire. Et ensuite, il y a... C'est juste pour dire, pour revenir sur ce que Alex disait. Un chronomètre. Ce qu'Alex disait, quand il dit qu'on nous spolie notre pays, lorsqu'on regarde bien, il a parlé de la chambre d'agriculture, mais si on fait le tour, presque toutes les chambres consulaires ont été, j'ai envie de dire, on leur a enlevé toutes leurs c'est qui les services de l'État. Je vous donne un exemple. La CCI, c'est elle qui gérait, par exemple, l'aéroport.
Oui. Aujourd'hui, c'est plus la CCI est minoritaire dans le conseil d'administration de l'aéroport. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez vous avez deux entrées. Dans un pays, vous avez deux entrées d'un pays. C'est le port et l'aéroport. Ben, ces deux pôles-là ne sont plus gérés depuis un moment. Et c'est très important, mais c'est symbolique. Donc ça veut dire que lorsqu'on vous prend ça sans bruit, c'est-à-dire sans bruit, et les personnes qui ne connaissent pas, en fait, ne voient pas ce qui se passe. Mais en fait, on vous enlève toute votre, j'ai envie de dire, tout ce que vous avez comme essence, comme capacité de décider pour le pays. Et c'est vrai, combien de Guadeloupéens le savent, aujourd'hui, ce sont les habitants de l'État qui dirigent l'aéroport. Donc, forcément, ça fait des deniers en moins aussi pour la CCI. Donc, si la CCI, je vous prends un exemple avec peut-être 100 millions à l'année de budget, eh bien, ça peut tomber à 50 millions. Donc, avec ça, vous ne pouvez plus faire de politique publique, vous ne pouvez plus aider les entreprises. Il y a plein de choses aujourd'hui que la CCI ne peut pas faire, que la Chambre de métier ne peut pas faire, que la Chambre d'agriculture ne peut pas faire. Mais les Guadeloupéens ne sont pas informés de ça. Donc, quelque part, on commence par vous affaiblir économiquement. Et après, ben, finalement, vous avez des jeunes qui, en face de cela, se retrouvent complètement perdus. Et aujourd'hui, les barrages Evita ne sont plus faits pour contester. Les barrages sont faits pour spolier les personnes qui passent, pour piller les magasins guadeloupéens. Enfin, c'est différent. C'est une anarchie. Et là, il faut essayer de vraiment changer. Fabrice, ensuite Hubert, et puis ensuite Evita. Juste pour vous rassurer, Elise, Evita et moi, on se connaît de longue date. On a milité ensemble. Elle est même devenue conseillère régionale. Donc, il n'y a pas de... parce qu'on a eu un petit échange hors plateau. Mais non, moi, je ne partage pas votre avis. Ça a toujours été la rhétorique. J'ai pas le même âge, je suis désolé, hein, j'ai pas le même âge de ceux qui sont sur le plateau. Non, mais c'est une question générationnelle. Vous êtes sur un patriotisme. Non, mais attendez, je peux m'exprimer. Oui, il ne fallait pas m'inviter. Ah bah oui, moi, vous êtes sur un patriotisme, qui est désuet. Je suis désolé de vous dire. Les Guadeloupéens ont voté à plusieurs fois pour rester dans le giron de la France. Les partis autonomistes font même pas 5% aux élections. Donc posez-vous la question. La question, elle est simple. Toutes les compétences locales données à nos élus sont mal gérées. L'eau est une compétence locale. Les Guadeloupéens n'ont pas d'eau. Route de Guadeloupe, c'est une compétence locale. Gagne tout ça, trou qui n'est en là. Je peux continuer comme ça. Le transport est une compétence locale. Il n'y a pas de transport en Guadeloupe. C'est pas si simple que ça. Je sais pas si simple que ça. Je sais pas si simple que ça. Je dis que toutes les. Je veux même pas finir. Attendez, non. Je veux même pas finir. Je suis à la limite Je veux même pas finir. Je fais une petite boutade. Donc il n'y a pas de démocratie alors. Je fais une petite boutade. Oui. Sur le marché de Sainte-Rose, il y a un gars qui vient me voir pour me demander de donner un coup de main au Front National en Guadeloupe. Le gars, un gars sur le marché de Sainte-Rose, sur le marché de Sainte-Rose, il y a un gars qui vient, que je connais bien, c'est un ami, qui vient me voir pour me dire, Alex, il faut absolument que tu donnes un coup de main au Front National en Guadeloupe pour je ne sais plus quelle élection, les législatives. Bouga non tricot avait drapeau à la Guadeloupe. Bouga non tricot avait drapeau à le drapeau guadeloupéen en l'air. Je t'entends parler là, je regarde le t-shirt sur toi, j'ai un problème. J'ai un problème. Non, je regarde le t-shirt que tu as. Parce que je veux pas m'exprimer. J'ai un problème avec ce t-shirt. Je veux m'exprimer. Tu ne mérites pas de porter ce t-shirt-là en parlant comme ça. Merci pour l'attaque personnelle. Bon, si je peux m'exprimer, sinon ça sert à rien, vous faites un monologue et vous êtes vous-même sûr de vos propres certitudes. C'est pour ça que vous ne percez pas aux élections. Bref, c'est une réalité, Madame Boissé. Qu'on le veuille ou non, mon t-shirt n'a rien à voir dedans. J'aurais bien aimé avoir de l'eau chez moi. J'aurais bien aimé que ça soit géré par des Guadeloupéens. J'aurais bien aimé avoir des routes qui sont en état. J'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas de détournement de fonds publics. J'aurais bien aimé que les collectivités locales n'embauchent pas père, mère, famille, tonton, oncle, toute la famille. J'aurais bien aimé qu'il y ait une bonne gestion, je veux dire, de l'emploi, etc. etc. Ce n'est pas le cas. Donc, il est difficile, et ça je le dis souvent aux hommes politiques, vous demandez plus de responsabilité aux Guadeloupéens, soyez responsables. C'est aussi simple que ça. Les gens, et tu le sais, Vita, les gens ont peur, mais si tu le sais. Non, mais si tu le sais. Rappelle-toi, 2009-2010, les gens ont peur en Guadeloupe, particulièrement en Guadeloupe. N'en déplaise à monsieur, les gens ont peur de donner plus de responsabilités à leurs propres compatriotes. C'est la vérité. Même la Martinique et la Guyane ont évolué.
collectivité unique article 73. Saint-Martin, Saint-Barth ont pris leur indépendance, parce que, pour rappel, Saint-Martin, Saint-Barth étaient des communes de la Guadeloupe, article 74. Et nous sommes dans une léthargie qui existe depuis 93. Alors, paix à son âme. Je veux dire, au moins, Michel Chevrier a fait la déclaration de Basse-Terre. Elle avait tenté de donner une vision à la Guadeloupe. Quid, 20 ans après, la déclaration de Basse-Terre devient la déclaration de Fort-de-France. Vous voyez qu'il y a bien une ironie dans l'histoire. Donc, moi, ce que je peux dire simplement à mes amis patriotes, à pas rien qui drapeau, à pas rien qui dit mais Guadeloupe, il faut pouvoir que vos propres enfants veulent rester vivre dans ce territoire-là. Et aujourd'hui, revenir en Guadeloupe est un acte militant, monsieur. Aujourd'hui, revenir en Guadeloupe est un acte militant. Je ne dis pas ce que vous dites est faux. Vous avez tout à fait raison. Effectivement, quand il y a une faiblesse, eh ben, les gens viennent et prennent le pays. Ben, je suis d'accord avec vous. C'est une vérité. Vous parlez de ghettos. On les connaît, les ghettos, mais qui vendent les terres? Monsieur Kalba pourra pas dire un mot. Je vous passe la parole. Non, qui vend les terres? C'est pas vous qui passez la parole, c'est Madame Ouassi. Mais qui vend les terres? Non, mais je sais que c'est un nouveau combat. Non, écoutez, vous savez ce que je fais? Moi, je ne sais pas ce que vous faites. Ah, moi, je vous suis. Mais justement, moi, je vois bien. Je vous suis. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi pour la Guadeloupe? Moi, je pense sincèrement, lorsque je vous entends, j'ai l'impression que je ne suis pas à ma place. Je vous critique pas. Parce que là, vous commencez. Je vais dans votre sens. Non, c'est pas une question d'aller dans mon sens ou pas dans mon sens. Vous battez pas pour le foncier? Ou ça pour qu'on cabatte, mais en passant pour qu'on cabatte vous. Et c'est ça le problème nous en Guadeloupe. Alors si nous pas d'accord, nous peut respecter nous comment? Je vais respecter, mais vous ne pas respecter moi parce que depuis au départ, là on commence à parler. Lorsque j'ai pris la parole, je ne suis pas resté très longtemps, j'ai dit que oui, j'aime ma Guadeloupe. Tout de suite, là, vous venez qu'à parler, vous venez du constat que vous n'êtes pas d'accord avec nous parce que nous ne sommes pas optimistes comme nous. Nous ne pas parler d'optimisme, nous dit que nous aimons la Guadeloupe et nous dit que la Guadeloupe est mal. Non. Il dit que la Guadeloupe est mal et il aime la Guadeloupe. Moi, il dit qu'il aime la Guadeloupe en vrai, il dit qu'il va vivre d'autre côté qui ça. Alors, s'il dit ça, ça pose un problème. Là où il dit ça, ça ne veut pas dire véritablement qu'il dit comme ça que tout va bien dans le pays. Et justement, si tout va mal, c'est qu'il y a trop de monde qu'on vous qui a parlé en le palais, et justement, il n'y a pas qu'à faire rien. Alors aujourd'hui, on a des élus. Qu'est-ce que vous parlez d'âge là? Vous connaissez l'âge? D'où moins l'âge. Ah, d'où l'âge, d'accord. Parce que depuis qu'on a parlé de l'âge. Aujourd'hui, moi, j'aurais envie que cette Guadeloupe aille mieux, mais il n'y a pas mieux parce que nous sommes trop journalistes là-dedans. Nous sommes trop Facebook man, et que jour là, famille au lieu où sauver, et bien on va faire bitin. Et ça, excusez-moi, pas moi, il a fait moi en là tous les jours. Par contre, je voulais plus sérieusement venir par rapport à ce que disait Madame Chevrier, Evita Chevrier. On n'a pas qu'à penser, franchement, que les barrages qu'a essoufflé. Pourquoi? Non, je dis l'énergie. Non, l'énergie. Je ne pense pas l'énergie. Je peux comprendre, mais voilà ce que je crains. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui est bien. Étonné que là, les lanceurs d'alerte dans les années 70 avant de Claude Déconner, totalement d'accord avec. Mais moi, je pense que nous sommes alerte et nous sommes en train de lancer en alerte à cette situation à la Guadeloupe. Là, on voit en 2009, eh bien, Chimé barré de tous côtés. Moun bousin parler et moun bousin savent, moun bousin effectivement dit qu'il a passé, eh bien, ils savent que c'est le capé. Ils ont parlé le capé qui a négocié, Jégovine là, il a parlé le capé. Par contre, Jod là, là, nous avons des barrages qui ont fait de tous côtés et nous pas savons que monde, ça veut dire qu'il y a un bitin qui est en train d'être passé. Et bitin là, ça a risqué d'exploser parce que c'est grave, mes chers amis. Lorsqu'on est là, on voit effectivement que des trucs sont en train de se brûler et qu'on ne sait pas aller dire qui, quand on a fait, on dit c'est Samuel Damo, on dit c'est Alex, mais on passe à Alex, c'est Samuel Kadomia Kazayo. Ça veut dire que bitin là en train véritablement, et puis grave, qui en 2009. Pourquoi ça c'est là quand même? Mais non, ça pique grave. Mais nous c'est ça. Attention, d'accord, il dit c'est des jeunes désabusés. Oui. Nous pas certains. Non, pas certains. Ah, c'est le monde qui vient, qui a brûlé, qui ok. Attends. Non, c'est pas la peine que nous voyions effectivement où est-ce qu'on ça, c'est ça. Mais ce que je dis, c'est que par rapport à ce que tu disais, c'est que moi, quand je dis ça grave, ça est passé là. Et moi, il y a dans le là, et grave pourquoi? Parce que nous sommes aussi un État colonial, mais qui ont les plus grandes puissances coloniales, effectivement, du monde, et qui savent qu'il y a fait. Ils savent qu'il y a qui a 24 heures sur 24, ils savent mettre téléphone en noir à l'écoute pour qu'ils payent, ils savent mettre téléphone à Domota à l'écoute pour qu'ils payent, garder, et que Domota savent qu'il y a, et nous savons que tout le monde, mettant ou en chimé là, et bien ça, c'est, effectivement, c'est violer les droits. Par contre, il veut se commander en bitin, il était dit comme ça que oui, mais toute politique en nous, parce que je ne sais pas si c'est Samuel qui disait que politique en nous ni moins pouvoir ou moins moyen. Et
et vu ce qu'a dit, mon bras c'était qu'a dit que mais il y a majeur politique nous. Et c'est ça le problème là. Nous avons l'impression que la politique n'est pas majeur. Parce que mon qui dit, mais moi dis où ça Fabrice? Là où regarde tout combat que moi mené, c'est ça qu'a dit. Mais pourquoi et là où vient qu'a dit non mais au Fabrice au départ, là où attaquer et pareillement là politique nous est imagé. Moi qu'a dit comme ça, est-ce que nous qu'a exercer les compétences locales ou qu'a agresser moi? Non, agresser parce que ou pas. Nous arrêter ou qu'a dit même tranquillement. En plus que ou agresser tout à l'heure au départ, en pas vraie raison là, après ça on va attaquer pour dire mais yo laisser mon alors on va trouver ça effectivement déplacé oui. Parce que à partir de parler blablabla faut capable véritablement yo prend des jeunes yo mettez la jeune sentir Fabrice Hubert va s'exprimer et après alors Fabrice moi je pense que non c'est qu'au départ tu as été un peu voilà moi en cas penser que vraiment politique en nous c'est un des problèmes en nous ici et là nous quand nous pas de pouvoir là pas d'accord ni Alex c'est que je là, on va prendre un exemple pour le transport. Quand il y a des gens là, ils ont bonbonsé l'argent. Là. Et on va penser que faut que on peut dire qu'il y a un contrôle, mais véritablement nous pas qu'à montrer que nous majeurs et malheureusement pas ni assez mon con Fabrice qui l'a ouvert ces politiques là qu'a fait à côté et bien pour qu'il puisse mettre à travers Washimea parce que nous la plupart effectivement des gens qui ont réfléchi avaient vent à yo. Et résultat, là où le transport, attends, on ne pas parler de vous, hein, c'est que dit par rapport à le pouvoir. On va prendre un exemple, le transport. M. Charles d'après essayé évidemment pour dire le transport, il y a un moment le transport interurbain vient propriété à les communautés d'agglo. Interurbain, on va sortir Sainte-Rose et on va arriver à la Pointe. Par contre, quand il passe vite, il y a un détournement pas possible qui fait dans ça. Avant, les responsables de transport en nous, quand ils ont fait, ils ont vivre, là où monter, ou quoi sortir Sainte-Rose, ils apprennent à tenir transport tout le temps. Okay. Maintenant, ils ont dit qu'on s'est bon, mais nous allons tirer 100 000 et nous allons battre les communautés d'agglo, le transport interurbain. Quand ils ont fait, Fabrice, eh bien, ces gens-là, normalement, les communautés qui viennent, ils ont passé des appels d'offres, et tel groupement qu'ils ont bien aimé, qu'ils n'ont pas marché là. D'accord? À pas marché à 15-20 euros, marché à 200, 300, 400, 500 000 euros qu'on a trouvé des transporteurs au Cani parce que ils font ligne. Mais quand il a passé, comme vous passez au marché, ça veut dire que même si c'est un seul monde qui monte en transport et vous fait aller à la fin du mois, vous avez facture. Par contre, administrer la citoyen là qui sortit à Sainte-Rose là qui a la prête, il a payé les montants en transport là. Oh là là, j'en ai raté caillé. Eh bien, en pocha, c'est responsable à transport là. Pour une communauté, par récupérer l'argent là, ça c'est un détournement de fonds publics. Parce que l'argent là, ça est de taille pour véritablement, eh bien, c'est l'argent public. C'est de l'argent public parce que vous avez payé. Donc, vous avez payé. Mais quand c'est ça, vous savez que les besoin aillent en élection, c'est même transporteur là, ça, qui ont laissé l'argent là, ça, quand ils viennent bailler l'argent pour aller en élection et puis ils élire. Donc, véritablement, nous avons trouvé dans un pays qui gangréné par le magouille, c'est même bitin pour les déchets, c'est même bitin pour l'eau, et nous pas dit rien. Et nous avons dit, oh, effectivement, les gens qui viennent dire comme ça que mettez votre droite. Hubert, alors, merci, parce que la question que j'allais vous poser, j'entends bien, problème d'eau, problème d'électricité, mais est-ce que ce n'est pas plus profond que ça? Quel est réellement le mal qui gangrène la Guadeloupe? Et ça, c'était la question. Là, c'était la question et le mot gangréné, je l'avais aussi. Quel est ce mal qui gangrène? Ce soir, nous dirons les choses. Parce que oui, on dit oui, vie chère, oui, il n'y a pas d'eau, oui, il n'y a pas d'électricité. Et ça, on le répète depuis longtemps, depuis tantôt. Donc, quel est cet arbre qu'on n'essaie pas de déraciner en Guadeloupe? De communication, chaque fois que vous montrer un pays qui prend responsabilité à travers un mouvement patriotique, il a essayé pour Haïti pour dire qu'il y a un monde qui a misé. Nous, en nous, si on est la Caraïbe. Et on nous regarde quantité de pays qui est indépendant et qui pourtant a réussi des buts extraordinaires. Et seul pays colonisateur qui il a non seulement colonisé là, il a colonisé l'économie là,
Il a essayé de démonter qu'il là, mais qui a colonisé l'esprit à monde, c'est à là qui a colonisé nous là. Et chaque fois où vous pays là ça, nous un pays qui est en vie libérée, il faut y tuer. Et c'est ça qui est en train d'arriver nous. Et c'est pour ça qu'il a dit, dans tout propos avec Fabrice Talé là, il dit qu'il faut réinventer la Guadeloupe. Pour moi, chimère à réinventer la Guadeloupe, il est nécessairement qu'à passer par d'autres rapports en nous et vers la France. Si nous ne pas passer par là, nous que continuer à enfoncer nous, qu'on nous qu'à enfoncer nous là. Evita. Moi, ce que je voudrais dire, j'ai retenu quelque chose qui m'a... C'est le mot désuet. Fabrice a dit, vous avez une espèce de patriotisme. À qui, je ne sais pas, à qui il s'adressait, c'est Alex, le patriotisme désuet. C'est pas le seul patriote quand même ici. Hein? C'est pas le seul patriote quand même ici. Non, non, mais je veux dire... Pour le moment, c'est tout ça, c'est ça. C'est... pas parce qu'on va dire un patriote, sans qu'on va dire rien. Bon, mais j'ai du mal à parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Trop d'hommes autour de moi. Non, non, je plaisante. Ce que je veux dire, désuet, m'a beaucoup intéressé parce que s'il dit ça, c'est qu'il pense qu'effectivement c'est désuet, cet amour, alors qu'en fait, c'est quelque part, nous sommes obligés aussi de reconnaître qu'il y a eu beaucoup de rendez-vous ratés. Oui. Et des rendez-vous très importants. Merci. Les années 80, c'est bien un rendez-vous raté. Et la question qui se pose aussi, malheureusement, c'est que jamais le mouvement patriotique n'a fait un bilan de l'échec. Parce que toute l'intelligence du pays était là, il faut le dire, et ils ont pourtant échoué quelque part. Ils ont réussi sur le plan culturel et tout ça, ils ont fait avancer beaucoup. Mais ils ont échoué dans le changement statutaire. Et il faut se dire, la division a joué. Beaucoup. Merci beaucoup, Alex. La division a joué. Donc ça, c'est la première leçon qu'on devrait retenir. Alors, c'est vrai, Fabrice, d'ailleurs, là, je suis d'accord avec lui, que, comment dirais-je, plus on voit, plus le temps passe, le mouvement, maintenant, il fait, je sais pas combien de pourcents, enfin, il a donné un pourcentage, etc. Au moment où le mouvement était le plus fort, au moment où l'UPLG était dominante, il ne voulait pas aller aux élections. Oui. C'était élection, piège à con, etc. Donc, il y a eu d'énormes stratégies ratées. Et surtout, moi, je pense, une des erreurs fondamentales, c'est l'absence de leader. Et ça, c'était volontaire. Il ne voulait pas de leader. Or, je ne connais aucun mouvement dans l'histoire du monde où il n'y a pas eu, pour le changement, un leader. Donc, ça, c'est une chose. Donc, c'est vrai que quelque part, quand quelqu'un de beaucoup plus jeune parle du mouvement patriotique, il dit c'est désuet parce que quelque part, c'est ça que je suppose, hein, vous avez raté quelque chose alors que c'était à portée de main peut-être. Donc, moi, et puis nous avons aussi, il faut le dire, nous avons raté la transmission. Oui. Il faut qu'on ait le courage de le dire parce que la société guadeloupéenne, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'elle était fragile. Tant qu'il n'y avait pas la télé, tout ça, les valeurs bien culturelles du pays, à partir du moment où les valeurs de l'autre sont arrivées et en masse, ça a déstabilisé le tissu social, complètement. Et nous n'avons pas été capables de faire l'amortisseur. Donc, effectivement, on se retrouve avec beaucoup de jeunes qui ne croient plus dans la Guadeloupe ou qui parlent de la Guadeloupe en Guada. Guada, oui, Guada, on sait Guada, mais ils ne savent même pas ce que c'est. Et alors que je note, j'ai jamais encore vu, peut-être que je me trompe, hein, les Martiniquais, j'ai jamais encore entendu de diminutif sur le nom de leur île. Hein? Ils disent madame. Il dit madame maintenant, ouais. Ben voilà, c'est l'influence de la... Voilà, c'est l'influence de la Guadeloupe parce que ils sont restés très longtemps, alors qu'on disait déjà Guada, ils sont restés très longtemps à dire Madinina ou autre Martinique. Tout ça pour vous dire qu'on a raté une transmission. Et c'est vrai que nos élus n'ont pas compris l'enjeu. L'enjeu, c'était de créer une génération debout, de réparer. Comment ça se fait que... je prends le cas des avocats. Combien d'avocats sont dans le combat des réparations?
Alors que c'est un combat maintenant qui évolue. Au début, on disait, bon, ils sont un peu foufous. Maintenant, on sait, dans le monde entier, on en parle des réparations. Donc, on était peut-être parmi les premiers à penser ça. Il n'y en a pas beaucoup. Et ils sont une certaine génération. Pourquoi? Eh oui. Et c'est là qu'on se dit, voilà, peut-être que demain, on dira, ben, le petit combat désuet là, de réparation. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une transmission qui ne s'est pas faite. Il y a quelque chose qu'on a raté. Il faut qu'aussi on ait le courage de le dire. On a raté quelque chose. C'est pas normal que quand moi j'arrive au barreau de la Guadeloupe, ce barreau militant, c'est un barreau qui y croit. Ah ben oui. Parce que j'avais des anciens comme Rhodes, etc., Chevry et compagnie, c'était des... Mais il y a quelque chose qui s'est cassé. Donc il faut se poser la question. On ne peut pas dire simplement les jeunes ont, etc. Mais je continue à dire... Parce qu'entre nous, hein, Fabrice, pour l'eau, il y a quand même les grosses sociétés françaises hein, qui ont géré ça et qui sont partis en disant ne nous attaquez pas du tout. Hein. Donc ils ne sont pas totalement innocents. Dans le rapport de... Ah non, mais je dis... Il y a quand même des élus qui ont couvert les multinationales, c'est dans le rapport. Voilà. Je ne vais pas nommer les noms des élus pour avoir des problèmes. Même Macron, il parle de responsabilité partagée sur la chlordécone. Macron parle de responsabilité partagée sur la chlordécone. Il y a bien des élus qui ont demandé une dérogation. Il y a bien un député martiniquais qu'on connaît. Il y a le nom, c'est passé sur envoyé spécial. Non, il n'y a pas d'élu. Quel élu guadeloupéen qui a demandé une dérogation? J'ai dit un député martiniquais. Ah, d'accord. C'est ce que j'ai dit. Parce que entre nous, c'est pas ça envoyé spécial. On lui a demandé est-ce que vous regrettez, monsieur? Il a dit non, je ne regrette pas. J'aurais refait la même chose. Non, mais un moment, Evita, sans très long. Je sais, en plus, je pense que je vous tape sur le système. Donc, je vais essayer de m'exprimer le moins possible. Je me sens un peu légèrement agressé. Je ne m'attendais pas à tant d'agression. Mais c'est pas grave. Là, j'ai agressé, là? Non, mais je parle en général. Non, mais ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de dire en deux mots. Parce qu'il faut quand même que Samuel parle. Je te rejoins, mais la jeunesse aujourd'hui attend un nouveau modèle. Ça fait 20 ans qu'on attend. Ça fait 20 ans qu'on nous promet la continuité territoriale sur Pointe-à-Pitre de Paris, les billets augmentent. Aujourd'hui, à l'époque, ma grand-mère, elle n'a pas fait beaucoup d'école, on lui a dit voilà, tu vas travailler à la poste. Aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, vous avez des bacs, des jeunes. La Guadeloupe est l'un des premiers départements français où il y a ce qu'on appelle le déclassement des jeunes. Ça veut dire que vous avez des gens qui ont bac plus 5, bac plus 6 et qui travaillent à Carrefour. C'est ça la réalité. Gandhi disait, avant de penser politique, il faut que le ventre des gens soit rempli. Si les gens ont faim, ils ne peuvent pas vous écouter. Et qu'est-ce qu'on voit en parallèle? Evita, tu m'excuseras, je ne vais pas nommer les gens, mais dernièrement, on a un maire qu'on a condamné. C'est-à-dire que les gens de côté, ils voient des élus accusés de favoritisme, qui montent les marges du tribunal, ils voient qu'il y a des gens qui payent, ils voient qu'il y a trop d'inégalités dans ce pays. Et une fois que vous aurez pu proposer un modèle, je veux te dire, je peux me dévoiler, je n'ai pas honte, moi je suis pour l'autonomie de la Guadeloupe. Je suis pour l'article 74. Mais est-ce que je peux discuter de ça avec les jeunes? Non, parce que ce n'est pas réceptif. C'est-à-dire que, quand je dis désuet, c'est ça. Et je suis d'accord avec toi. Vous avez, je ne sais pas, on peut continuer. Madame Boissé, je vous donne juste un exemple. Peut-être que mes amis de ma gauche vont pouvoir réagir. L'histoire de EDF-PEI, c'est une aberration, cette histoire d'EDF-PEI. Je m'excuse. De quoi s'agit-il? EDF-PEI est une centrale à mazout qui produit de l'électricité en Guadeloupe. EDF-PEI profite d'un monopole d'État. Ça veut dire qu'aujourd'hui, alors qu'en France métropolitaine, je peux choisir un autre opérateur, je ne peux pas. Et j'insiste sur ça, c'est parce que peut-être que vous allez pouvoir m'aider. Des fois, je me demande qu'est-ce que nous sommes. Parce que manifestement, nous ne sommes pas français. Puisque manifestement... Est-ce que vous souhaitez là? Manifestement, mais c'est pas ce que je suis en train de dire. Oui, je ne donne pas mon avis. Je vous dis que manifestement... manifestement... On peut plaisanter. Mais Madame Chevry, vous savez que manifestement, nous ne sommes pas français. Nous sommes français d'outre-mer. Même lorsqu'on a eu les minima sociaux, il a fallu un temps d'adaptation. La chlordécone, c'est une dérogation. La gestion de l'eau en Guadeloupe est une loi sui generis. Ça veut dire que ce qu'on fait en Guadeloupe ne s'applique qu'à la Guadeloupe. EDF, le système électrique, le système de production, ne respecte pas la loi sur la transition énergétique. 60% de l'électricité est produite à base de mazout. C'est pour ça que les gens ils font la pluie et le beau temps. On a affaire à un conflit en interne d'une société privée. L'entreprise fait 200 millions d'euros de bénéfices par an. C'est ça la réalité. Et on a un monopole d'État et on peut se poser la question à quel moment nous sommes français. Si nous ne sommes pas français, nous ne sommes pas guadeloupéens non plus. Je ne sais pas si nous sommes guadeloupéens. Nous n'avons pas de
pouvoir normatif, nous n'avons pas de carte d'identité guadeloupéenne, nous n'avons pas une fiscalité guadeloupéenne. Qu'est-ce que nous sommes? Et donc c'est ça en fait qui crée le trouble chez les jeunes, parce qu'on est dans une situation bâtard, on appelle ça chien créole. Et quand vous êtes un peu perdu comme ça, eh ben, un moment c'est le Front National qui vous tend la main. Et donc, enfin, on peut s'exciter ce soir, j'ai envie de dire. Ça ne changera pas le score que fait le Front National. Il y a une raison, monsieur disait, je pense que le monsieur n'est pas couillon, le monsieur qui a le drapeau Guadeloupe. C'est qu'à un moment, les gens en ont marre. Et quand ils en ont marre, ils cherchent une solution pour sortir de la misère. Ah oui. J'ai fini. Alors, rapidement, Alex. J'ai bien analysé ton propos et ça me pose un problème quand même, parce qu'en fait, tu attends. Ah, j'attends pas. Oui, si, tu attends. Je constate. Tu es d'une génération qui attend. Il a dit ça. Tu l'as dit, qui attend. On attend. Qu'est-ce que vous nous proposez? Quand j'avais 21 ans, Fabrice, j'avais 21 ans. Avec d'autres jeunes de mon âge, nous avons acheté 125 hectares de terre en Guadeloupe. J'avais 21 ans. Hubert Kiaba, je le revois, il n'avait pas 30 ans lorsqu'il a entamé le combat sur le pont de la Boucan contre la Cisse Bonne-Mère. Ce qui veut dire que nous sommes d'une génération, peut-être que c'est la formation, vous avez raison, plus militant. peut-être que c'est la formation que nous avons reçue. Oui, voilà. Oui, voilà. Et moi, j'aimerais que cette jeunesse-là, qui aujourd'hui, là, se prenne en main. D'accord. Voilà. Oui, mais le problème de la transmission, peut-être. Merci. Oui. Et voilà, le tour repart encore. Nous reviendrons d'ici quelques instants avec Samuel qui va débuter la deuxième partie de cette émission et ça sera juste après une courte page de publicité. À tout de suite. Nous revoilà au sein de notre émission et nous revenons avec Samuel qui voulait rajouter quelques éléments au débat qui vraiment, ce soir, vous l'avez compris, est très, très animé puisque le sujet intéresse tout un chacun. Et puis, ça sera aussi avec vos appels, téléspectateurs, et des appels qui vont enrichir ce débat. Samuel. Non, je parle. En fait, le débat, le sujet est très ouvert. Enfin, c'est pas pour ce sujet-là qu'on avait été invité. Donc, on s'est retrouvé avec un sujet dans lequel on peut mettre plein de choses. Donc, c'est vrai que ça peut faire des ordres. Parce que, voilà. Quand j'ai invité Fabrice à cette émission-là, je ne l'ai pas invité en tant que jeune. Hein. Je l'ai invité en tant qu'homme guadeloupéen. Je n'aime pas tellement à chaque fois cette dualité, parce que je me souviens, j'ai été le plus jeune président de chambre syndicale de France. J'ai été le plus... Voilà, on a tous été jeunes. Et je ne me souviens pas qu'à l'époque, à aucun moment, on n'était pas les plus... D'ailleurs, parce que je vais profiter de la présence de Fabrice ici, ce soir, vous faire un message aux jeunes Guadeloupéens. Il faut arrêter d'être demandeur. Lorsqu'on est jeune, on n'a pas un handicap, on n'a que des atouts. Lorsqu'on est jeune, on a encore la vigueur pour faire tout ce qu'on a à faire. Lorsqu'on est jeune, on s'investit pour son pays. Lorsqu'on est jeune, on peut se permettre d'échouer puisqu'on peut recommencer en a le temps. Donc il faut que les jeunes Guadeloupéens, les jeunes dans leur ensemble, arrêtent de faire comme si c'est... Quand j'entends les jeunes, c'est comme si c'était des seniors qui étaient proches de l'EHPAD. Qu'est-ce qu'on fait pour nous? À la nuit, poussez-nous. À quel moment, messieurs, vous vous dites que vous investissez d'un pouvoir et que vous prenez le pays en main? Il a été prouvé que... Mais c'est vrai. Tous les jeunes Guadeloupéens qui font des études aujourd'hui, une fois que leurs études sont terminées, veulent être employés par une collectivité locale. Ils ne se disent pas, on va monter l'entreprise, on va se battre pour le pays. Il faut arrêter de demander, il faut faire. Et vous allez voir que lorsque vous allez vous mettre dans cette, dans cette dimension-là, dans cette démarche-là, vous serez beaucoup plus efficace. Puisque un pays a besoin de ses jeunes. Et on l'a dit, si le pays vieillit, c'est parce qu'on constate qu'effectivement, eh bien, plus les personnes vont vieillir, plus elles vont mourir. Donc, à un moment, le pays ne va plus nous appartenir. Donc, vous devez, à quel moment vous prenez le relais? Il faut prendre le relais. Parce qu'on vous donne le relais, parce qu'on s'est battu, on a fait des choses. Toutes les personnes qui sont assises sous la table là ce soir sont des militants à leur niveau différent, que ce soit Alex, que ce soit Hubert, que ce soit Evita, je le connais, alors je ne me suis pas encore battu à tes côtés. Mais je connais ces trois-là, je peux dire qu'ils n'ont pas à rougir sur le combat qu'ils ont mené en Guadeloupe, parce qu'on l'a tous fait. Et si on est là encore ce soir-là, c'est qu'on a envie de continuer à faire passer un message pour dire aux jeunes Guadeloupéens, battez-vous. Et je l'ai déjà dit ici même,
c'est pas moi qui l'ai dit, parce que parfois tu as dit des petites choses qui étaient un peu fausses. Quand tu dis que Fabrice, lorsqu'il dit que c'est comme si tout ce que l'État avait géré en Guadeloupe avait réussi, tout ce que les politiques guadeloupéens avaient, non, pas du tout. Lorsque on a parlé de l'eau, et on sait quelle société du CAC 40 qui est à la tête, qui a fait d'ailleurs, qui a perçu des sommes pour l'entretien du réseau, qui n'a jamais fait. Ça a commencé par là. Et lorsque Gustin dit à la Commission de l'Assemblée nationale que la situation de l'eau en Guadeloupe est digne d'un pays du 21e siècle, c'est Gustin qui l'a dit, c'est pas Samuel Damour. Donc, quelque part, quand le SIAG arrive, si tu fais les recherches, tu vas voir en quelle année le SIAG arrive en Guadeloupe. Le SIAG était dans une toute petite maison en bois. Personne n'entendait parler d'eau. D'ailleurs, les gens ne savaient même pas que l'eau pouvait être dirigée par des privés qui pouvaient s'intéresser à l'eau. Je me souviens quand... On peut dire ce qu'on veut, mais je me souviens quand Amélius Hernandez a pris cette affaire-là en main, personne n'en voulait. Personne ne savait que la politique de l'eau existait. On était au balbutiement, effectivement, du SIAG. Donc, c'est vrai que les choses après ont peut-être dérapé, c'est vrai qu'il n'y a pas eu suffisamment de contrôle, mais je suis désolé, à la base, lorsque Félix Proto prend le parc des lycées en Guadeloupe, c'est Félix Proto qui a fait tout le parc des lycées, parce que l'État lui laisse les lycées dans un état, mais vraiment dans un état pitoyable. Félix Proto l'a fait. Lorsque on a beau dire, sous Lucien Chevrier a repris tout ce qui est avant les routes de Guadeloupe, dans quel état était le réseau guadeloupéen aujourd'hui, qui est l'un des meilleurs réseaux de la Caraïbe. Donc il faut voir lorsque ça ne marche pas, mais lorsque ça marche, il faut pouvoir le dire. Et je continue à dire qu'il faut effectivement que changer nos rapports avec la France, c'est ce qui fait des autres, c'est ce qui nous empêche d'avancer. Changer nos rapports. Je ne parle pas de ça, d'être indépendant. C'est pas de ça. Les rapports avec la France. Et aujourd'hui, forcément, quand vous avez un désordre dans le pays, parce que dans tous les pays, en France, il y a eu les gilets jaunes. En France, il y a des conflits sociaux. En France, il y a des zones où l'eau est mal gérée. En France, il y a des zones où le transport... Mais par contre, le Français a comme une impression qu'il est dirigé par un Français. Oui. Quand vous êtes dans un pays et que vous avez l'impression que ce n'est pas vous qui êtes aux manettes, eh bien, ça crée un problème sur le problème. C'est-à-dire, vous avez déjà les problèmes économiques, les problèmes sociaux, mais vous voyez que ceux qui vous dirigent ne vous ressemblent pas. Il faut dire, on est là pour dire la vérité, disons-le. Donc, il faut qu'il y ait plus de Guadeloupéens aux affaires. Donc, c'est ça, et pas seulement... Des Guadeloupéens, excuse-moi, oui. Des Guadeloupéens qui ont du pouvoir. Oui, parce que parfois, ça peut être la déception, comme on a connu, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, donc ils obéissent... Parfois aussi, on met des Guadeloupéens dans des postes où on était les guides de l'extérieur, et après, ces gens-là sont détestés par leurs propres compatriotes. Oui. Il faut que parfois aussi que le peuple mûrisse et se dise que parfois ce que je vois n'est pas la réalité. Et que je me pose de vraies questions. Parce qu'on trompe trop souvent. On est devenu un peuple TikTok. Les jeunes sont TikTok. Oui, c'est vrai. Mais il faut beaucoup plus lire, il faut beaucoup se renseigner. Et tu vas voir, Fabrice, ça va diminuer ce rapport jeune-vieux, tout ça. Ça va parce que tu auras compris, parce qu'on ne peut pas parler de la Guadeloupe si on ne tient pas compte de son histoire. Et il y a des choses qui ont été faites avant toi, des choses qui vont se faire après toi, parce que tu seras dans la place dans quelques années la jeunesse de... Ok, voilà. Donc, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il faut à tout âge, à partir du moment où on a la vie et on a la force, il faut à tout âge pouvoir faire quelque chose dans son pays. Et je redis que lorsqu'on est jeune, moi je tombe sur des jeunes Guadeloupéens qui ont l'agnac, qui ont les dents, qui ont les crocs, ce qu'on dit, qui ont les crocs, et c'est ces jeunes-là qui m'intéressent. Pas ceux qui se disent « qu'est-ce qu'on fait pour nous ?» Voilà. Alors, nous avons un appel de téléspectateurs. Nous le récupérons et je reviens avec vous. Hubert, alors cette Guadeloupe-là, une Guadeloupe en difficulté, une Guadeloupe en détresse sociale selon certains. Et là, il va nous falloir aussi aborder les solutions. Que faut-il faire? Alors, Fabrice a déjà lui donné un petit peu son avis là-dessus. Il faut changer le système. Chacun a déjà commencé à mettre un petit peu son grain de sel, on dit, pour faire avancer les choses en Guadeloupe. Alors, que faut-il faire? Parce que on a des Guadeloupéens en attente, on a des Guadeloupéens qui veulent se dire que demain sera meilleur, que l'avenir sera meilleur.
au-delà du fait qu'on dise il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, c'est la vie chère, le transport n'est pas bien organisé, les déchets ne sont pas non plus, on va dire, bien gérés. Alors c'est tout ce qu'on entend dans la rue, tout ce qu'on entend. Mais ce soir, madame, messieurs, est-ce qu'il y a de l'espoir? Que faut-il faire? Et il faudra bien aborder les solutions avec vous tout à l'heure, puisque nous avons déjà des appels de téléspectateurs. Nous les récupérons et nous poursuivons avec vous. Bonsoir, nous vous écoutons. Okay. Alors, bonsoir, messieurs, bonsoir, mesdames. Bonsoir. Et bonsoir, monsieur Fabrice Devaide. Alors, j'entends avec... donc, je suis de toutes les générations, et je souligne, je dirais, l'intelligence et l'excellence de ce monsieur. Parce qu'il faut quand même savoir que moi, je suis issu de monsieur, de cette même génération, et depuis plus jeune, ce jeune homme que vous voyez devant sur ce plateau, s'est toujours battu, et ce depuis le collège. Il faut savoir quand même que politiquement parlant, il y a des jeunes qui font des études, notamment M. Devaez, qui maîtrise énormément de dossiers et qui a largement eu le temps de travailler avec un ensemble d'hommes politiques issus de votre génération, où l'État est susceptible, et que vous ne prenez même pas le pour bénéfice, parce que la conscience de vous dire qu'est-ce qu'il est en train de dire. Donc moi j'entends, si tu mets ce t-shirt, si tu te mets ce t-shirt-là, ça ne te va pas. Si toi tu as pu acheter 125 hectares de terre, c'est parce que tu avais les voies du moyen et qu'à l'époque c'était dans le franc. Aujourd'hui on a un euro, il serait quand même difficile de pouvoir acheter 125 hectares de terre à ce terrain et à ce niveau, notamment dans la zone dans laquelle tu te trouves. Vous avez en face de vous un homme qui est là, qui est plus jeune que vous, mais qui donne des pistes relativement intéressantes parce que je suis des sujets où nous avons eu des aïeux qui n'ont pas fait le système. Guadeloupéens que nous sommes tous, il est sûr et certain que nous voulons tous aller dans la même ligne. Aujourd'hui, il y a des failles dans notre propre système, en tant que propre terroir de Guadeloupe. C'est-à-dire que le Guadeloupéen même ne fait pas confiance à son propre politique. Ça s'est arrivé dans les dernières élections pour que des nouveaux partis politiques prennent le pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes d'électricité, il y a des problèmes partout, en fait. Il y a des fuites de partout, ça c'est ce que certains. Mais qui ont été causés aussi par certaines personnes qui aujourd'hui militantisent ou font de grands patriotismes en barre de route ou tout ce que vous voulez, mais ne sont pas à même d'accuser et de réception de tout ce qui sort depuis Bercy et de faire la ligne corrective pour que tout le monde sache un petit peu qu'est-ce qui se fait correctement. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Europe qui dirige. C'est pas ni la Guadeloupe, c'est pas ni la France. La France est dirigée par l'Europe et nous derrière, à travers notre petit territoire d'outre-mer, on régit certaines lois, on nous arrange un peu les choses pour qu'on puisse justement prendre le prix pour aller d'avant. Sauf que nos politiques actuelles ne font pas le boulot. À travers la Chambre régionale des comptes, on doit appuyer le tableau énoncé par, justement, je dirais, entre guillemets, ces gens sortis d'ailleurs, qui nous donnent bien le tableau noir que nous sommes nous-mêmes à travers la gestion de nos propres communes, à travers des sites, à travers ça. Notamment les politiques, on voit même l'université, est-ce qu'il a même la capacité intellectuelle de savoir qu'est-ce qu'il fait à la place du directoire qu'on lui a donné. Il a été placé. Donc, beaucoup en Guadeloupe ont été placés via des potes, des copains, et puis bon, et surtout les compagnies de petite histoire. Parce qu'il faut dire les choses ici en Guadeloupe, c'est une réalité. Moi, je prends le pli quand on parle de projet, quand j'entends oui, monsieur Damo dit ceci, cela, il va falloir vous battre, machin. Monsieur Devaez a déjà beaucoup battu sur pas mal de dossiers que vous-même, vous ne savez même pas. Il y a un projet qui a été élucidé par un Guadeloupéen qui n'est ni politique pour faire du offshore éolien en Guadeloupe. Aucun des politiques qui l'ont vu arriver, ils ont mis ça dans un petit cachet. Et voilà. Par contre, ça a été mis dans un magazine de l'ENA. Et pourtant, c'est créateur d'emploi. Donc, quand on parle d'énergie, quand on parle de certaines choses, vous avez une zone de Port-Louis, vous avez une zone d'Envergran où émane non serait-ce que tout ce qui est fort, tout ce qui est voilà. Donc, pourquoi les sociétés extérieures viennent voir et capitalisent nous, nos acquis, alors que ceux qui sont là dans notre propre terroir. Attendez, permettez-moi de terminer, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Pas trop long. Allez-y. Bon, ben écoutez, il n'y a pas de souci. Je termine simplement pour dire que nous-mêmes, nous sommes peut-être victimes de nos erreurs, mais il est temps aussi que la jeune génération qui, eux, ont étudié, prennent le prix et disent les choses autrement, quoi. Parce qu'on ne va pas forcément tout le temps barrer les routes, et ce sont peut-être des jeunes décieux qui font le travail, mais ceux qui sont à la tête du pays doivent aussi prendre leurs responsabilités. Je termine ceci. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, monsieur. Alors, je vous demanderai de ne pas Je précise que ce n'est pas un membre de ma famille.
C'est infâme. Je vous demanderai de Peut-être que c'est quelque chose que M. Damo connaît parce que nous avons beaucoup d'appels et nous devons poursuivre. Non, c'est pas un fan, c'est juste que je suis en train de vous dire ce que la génération pense, c'est tout. Non. Mais si, voilà. Mais si. Je suis pas le seul à le penser. Non, voilà. Sinon les gens ne voteraient pas Front National. Rodi Tolassi, à quel âge? Soyons sérieux. Sincèrement. Et je suis aussi peiné que vous, monsieur. Je ne suis pas de Sainte-Rose, mais je suis aussi peiné que vous. Fabrice. De voir la montée du Front National. Vous savez, 30 secondes, je termine mon propos. Ouais. Il y a quelque chose que vous avez dit qui est très vrai. Moi, je me rappelle à l'époque où Jean-Marie Le Pen ne pouvait pas atterrir en Guadeloupe. Je ne sais même pas quel âge que j'avais. Vous vous rappelez de cette époque-là? Où Jean-Marie Le Pen ne pouvait pas atterrir en Guadeloupe. Aujourd'hui, la Guadeloupe est le territoire en Outre-mer, aux Antilles françaises, qui vote le plus Front National. Nous avons eu 2 députés européens Front National, monsieur, dont un député européen qui a détourné de l'argent, qui était dans le secteur de l'agriculture. C'est la vérité, monsieur. Donc c'est pas ce que je suis en train de vous expliquer. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que ce que je vous expliquer, c'est qu'il y a une population qui en a marre. Et les gens ne votent pas Front National parce qu'ils sont racistes ou xénophobes, même s'il y en a qui sont racistes et xénophobes. Et les gens votent Front National parce qu'ils en ont marre. Ils veulent une solution, c'est tout. Alors justement, nous aborderons avec vous. Tu ne peux pas dire je représente. Tu ne peux pas représenter la jeunesse. C'est un mouvement qu'on trouve chez les jeunes, mais moi aussi je rencontre beaucoup de jeunes qui sont investis dans le pays. Prenons notre appel. Ça ne veut rien dire. La personne qui vient d'appeler a dit que c'est... Il a dit qu'il est plus jeune que... Il est de la même génération. Il a dit qu'il est plus jeune que Fabrice. Ah bon? Il a la génération. Plus jeune. Moi, j'ai des générations. Vu la voix, il n'a pas une voix. C'est vraiment pas un jeune, et je confirme. Alors, vous voyez, même là, on ne peut pas compter sur. Comment on est trichant dans ce pays-là. Même là, je pourrais dire le nom, mais je refuse. Mais même là, mais c'est pas un jeune. Et tu n'es pas seul. Là. Voilà, c'est pas un jeune, par exemple. Alors, même là, vous voyez, les gens qui écoutent vont dire, bon, mais voyez, on a tout faux. Nous récupérons un autre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui. Non, c'est un chef. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, bonsoir madame. Bonsoir, oui, monsieur. je voudrais juste, je suis de la génération des 70 ans. Je voudrais adresser mes félicitations à monsieur Devaed. Et je demanderai à tous les gens émérites qui sont sur le plateau, ce sont des gens formidables, mais d'écouter demain ce que monsieur Devaed a dit. Et je pense que le problème que nous avons en Guadeloupe, c'est le problème de l'entente entre nous. Parce que je pense qu'il faut lui donner un grand coup de chapeau à ce monsieur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, monsieur. Oui. Non, mais non. Là, peut-être que je ne vais plus parler. Ouais. À aucun moment. Non, mais c'est quand même grave, hein. Ouais. Fabrice, qui t'a invité à l'émission? C'est toi. Bon, merci. Fabrice est sur un groupe avec nous. WhatsApp. On discute tous les jours. On connaît Fabrice, on échange tous les jours. Il n'y a aucune animosité. D'ailleurs, c'est un groupe sur lequel on cultive nos différences. Dans le respect. Tout le monde le sait. Nous sommes 259. Alex y est d'ailleurs. Et Vitaillé. Et Evlis, tu es. Oui. C'est un groupe sur lequel on échange sur tous les domaines, qu'ils soient politiques, culturels, économiques, avec un profond respect. À aucun moment, en se disant les vérités, même lorsqu'elles sont difficiles à entendre, à aucun moment, on a empêché à Fabrice de s'exprimer. Mais on a le droit, c'est pas parce que Fabrice est jeune, donc il a un blanc-seing, un chèque en blanc. S'il dit quelque chose que je peux rectifier, je vais dire non, Fabrice, je pense que là. Mais il n'y a que ça. L'exercice qui se passe, c'est un exercice purement démocratique. Je ne vois pas pourquoi les gens pensent que c'est comme s'il y avait une dualité. Non, c'est pas ça qui est en train de se passer. À moins que, sinon, je ne vais pas inviter Fabrice. Enfin bref, on essaie d'ailleurs. Je n'ai pas invité que Fabrice, mais vous savez, inviter des gens à la télé, il y a des gens qui viennent, qui ont le courage de venir. Et il y en a qui viennent pas. Il y avait d'autres personnes qui étaient invitées qui ne sont pas venues. Parce que tout le monde ne s'expose pas à cet exercice-là. Mais il faut que les gens comprennent bien que toutes les personnes qui sont là sont des gens qui aiment échanger, qui aiment discuter. Et on accepte parfois, avec ma voisine évitant, on peut ne pas être d'accord, mais on a un respect profond, même pour nos propos. Et Otto qui n'est pas là ce soir, Claude Otto disait, et j'aime bien entendre quand il dit ça, au moins, Raymond Otto dit qu'il faut au moins qu'on soit capable d'être d'accord sur nos désaccords. Et ça, c'est une phrase qui veut tout dire. À aucun moment, je ne pense pas que Fabrice se sente agressé ou se sente empêché de dire ce qu'il a à dire. Pas du tout.
Voilà, nous récupérons notre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Allô? Oui, non, bonsoir madame. Oui, parfois tu peux avoir du monde. Alors, moi j'appelle parce que j'ai pris l'émission en cours et je suis arrivée au moment où c'est Fabrice qui intervenait et j'ai effectivement entendu qu'on est des patriotes désuets. Ça m'a choquée. Ça m'a beaucoup choquée. Et il met ça sur le compte de son âge. Alors, je suis pas de la même génération que lui, mais je me rends compte qu'il y a certains jeunes qui pensent différemment que lui. Aujourd'hui, j'entendais aux infos sur une autre radio, j'entendais que Cuba s'intéressait à l'huile de Galba pour traiter les pieds des diabétiques. Il s'intéressait à l'huile de Galba du docteur Henri Joseph. Parce qu'il y a un médicament qui est qui est mis en vente, etc., mais pas encore en France. Mais vous pensez bien que quand la France va arriver, qu'on va lui dire que c'est docteur Henri Joseph, la petite Guadeloupe, vous pensez bien que ça va nous faire un truc encore comme pour le Covid. On est en train de nous démouner. C'est M. Bandou, j'entendais, qui disait qu'on est en train de faire des ghettos de blancs, mais ça fait longtemps que c'est fait. Là, pour l'instant, la Guadeloupe est en train de devenir une réserve. Une réserve où il y aura très peu de Guadeloupéens. On est en minorité. On est déjà en minorité. On a déjà changé notre façon de se loger. Aujourd'hui, c'est la colocation. On a déjà changé la façon de manger, de tout. Les gens qui appellent Guada, si Mme Chevry voit bien, les gens qui disent Guada, c'est pas guadeloupéen, c'est blanc à présent. C'est des Guada. Ils viennent monter leur entreprise et on est en Guada, d'accord? Ils arrivent, ils ont un réseau. Là, pour moi, on est déjà fini là. On est déjà fini, on est en minorité, et même quand il y a des barrages, il y a des difficultés pour nous, ces gens-là, ils vivent sans problème. Ils vivent sans problème. Ils ne sont pas gênés par les problèmes que nous avons ici. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, donc maintenant nous débutons notre tour de plateau, puisque vraiment il va falloir avancer. Alors, la carte postale fait-elle encore illusion? Et vraiment, c'est une thématique qui était là pour un peu titiller, pour un peu vous pousser dans vos retranchements. La réalité est là. Les Guadeloupéens sont en souffrance, les Guadeloupéens sont dans l'attente. Alors, j'ai bien entendu sur ce plateau, oui, mais il faut changer le système. Les élus, pour l'instant, ne sont pas à la hauteur, etc. Alors, pour vous, et ça sera le tour de plateau, que faut-il faire concrètement? Est-ce que, et je l'ai dit en début d'émission, est-ce que la situation, elle est inéluctable, tout est perdu, il n'y a rien à faire, il faut subir, ou est-ce qu'il y a des solutions? Alors, solutions vie chère, solutions au niveau de l'eau, etc. Alors, on parle d'argent, il faut beaucoup d'argent, on n'a pas suffisamment pour changer les canalisations, enfin bref, on entend de tout, sauf que aujourd'hui, les Guadeloupéens demandent des actions, demandent des solutions. Et Alex dira encore moi, mais je débuterai. Je débuterai avec Hubert. Je voulais juste dire, et ça tombe très bien, je vais même commencer par répondre. Qu'avons-nous fait pour que l'habitat a changé? Moi, je pense que la première chose, et ce qui me permet, en fait, d'espérer, c'est de penser un moment que tous ces politiciens là, nous qui remplacer par des jeunes. Moi, je crois en notre jeunesse, justement. Est-ce que c'est ce qui va changer les choses? Oui, ça va changer les choses. Il faut mettre parce que je pense qu'aujourd'hui, on nous parle de système colonial et tout. Mais lorsqu'on a des hommes capables de se mettre debout et de dire et d'être d'accord des fois sur le désaccord, comme nous disait tout à l'heure Samuel, ça peut faire avancer les choses. Je prends un exemple. Tout est détourné. Lorsque, par exemple, il y a un Guadeloupéen, et ce n'est pas un système qui fait ça, qui travaille, par exemple, dans le câble ou à de grandes entreprises. En mon cas, madame qui a sorti à Pointe-Noire,
qui vient un bâton à Jarry pour payer télé. Et midi 20, ça a fait à midi et demi. Et que la personne, le salarié qui est là, qui lui dit, ouais, mais non, on ferme là parce que moi, je dois faire ma caisse. Ce n'est pas une question de système, c'est une question de normes. Ça veut dire que si on travaille à côté au point même, eh bien, nous, qu'à trouver nous là, nous là. Et lorsque, effectivement, Samuel et Fabrice dit le désaccord, je comprends, il a dit avec un peu beaucoup de cafouillis. Un autre exemple encore tout à l'heure que je voulais dire. Il faut nous être capables. Et moi, je pense que lorsqu'on aura des jeunes, et ce qui est en train de se passer maintenant politiquement, c'est qu'on est en train de désintéresser ces jeunes dans la politique. Et c'est pour ça qu'il y a un local dit comme ça que non, au contraire. Et je me bats depuis 20 ans, je rencontre des gens, on est sur le terrain pour faire en sorte à ce que ça change, que nous ayons des jeunes qui s'investissent, qui s'engagent, et politiquement aussi. Il faut aussi qu'on ait le courage. Par exemple, on parle de l'octroi de mer, mais il faut nous capables véritablement de dire que pourquoi ils mettent l'octroi de mer. Et en l'homme, on a dit, ouais, mais ils vont mettre l'octroi de mer, mais si nous tirons l'octroi de mer, eh bien, nous PP fait les communes, nous PP fait les départements. Moi, je pense que, là, il faut nous capables de dire que c'est son échec. En plus que son échec, est-ce que ça véritablement faut nous poser problème là ça? Pourquoi? Parce que l'octroi de mer vient. Pourquoi? Parce que là, on voit nous en Ukraine, des gens qui ont fait, par exemple, 5 millions de poules, eh bien, nous ici, on monde qui a fait en 1500 poules. Donc, par conséquent, là, on voit l'Ukraine qui a sorti, qui a envoyé paquet de viande, paquet de cuisses de poulet là ici, et qui voyait peut-être à 50 centimes. Donc, il y a dit que nous allons mettre l'autre pour permettre d'augmenter et pour permettre à ce que les produits en nous qui ici, eh bien, qu'ils concurrencent, mais dignement. Mais je veux dire que nous avons trouvé. Eh bien, nous avons trouvé qu'ils ont détourné l'octroi de mer, effectivement, de toute vallée, et que je veux dire, les produits qui sont sortis en Ukraine, là, eh bien, qu'ils viennent ici concurrencer, et nous avons rendu compte que ça n'a pas qu'à protéger le marché là. Effectivement, que ça t'est prévu. Mais il faut nous être capable de dire ça. Il faut nous être capable de dire véritablement que moi, on est capable d'acheter, on préfère acheter 50 centimes ou mettre l'octroi de mer pour vendre moins à 20 €, et ça va poser moi un réel problème. Il faut qu'on soit assez courageux pour le dire et pour effectivement, moi, Michel te dit, qui finit ça à dans réunion la matin. Là, on voit un agriculteur qui m'a dit, ouais, mais moi, Michel, moi, commandé aux subventions, moi, tu fais un bit à poule, et on dit, moi, qui bite ou pas, moi. Il dit, moi, dis où ça? Là, on voit un conteneur pour le cas sorti là, on a gagné combien d'argent dedans, la région a gagné combien d'argent pour y payer, effectivement, budgétiser, pour y payer, ça, il n'y a payé. Donc là, on voit en venir de vous, petits agriculteurs ici, eh bien, pas gagner rien. Voilà ça, il dit. Eh bien, voilà, ça nous vivre en ce moment. Et c'est pour ça que je là, nous parler des systèmes. Et moi, pas là pour moi parler des systèmes, pas là pour moi, peut-être ça qui contredit, peut-être ça fait un peu pas dans ce sens, Alex. Ça fait en cas pour un exemple encore, nous, on soi-disant nationaliste, qui est indépendantiste, qui était là dans les années 70, mais pour lui, eh bien, qui était vraiment là, il était aimé, mon soi-disant. Je là, c'est quelqu'un qui a pour tirer un petit Guadeloupéen, si plage, effectivement, pour lui. Alors, à pas un problème des systèmes ou de chaotique ou de pas chaotique, c'est un problème qu'il faut aimer monde. Il faut un problème où capable véritablement d'aimer la Guadeloupe et d'aimer effectivement monde qui était là. Et je là pensé que c'est pour ça moi qu'a goumé. Et voilà. Et moi qu'a pensé que pour que nous arrivions à ça, faut que toutes ces mammouths là, toutes ces là qu'il a là justement et qui a effectivement dans un système qui est dirigé et ils savent que qui gens ont réfléchi. Faut pas y aller encore, faut nous passer cap là ça. Et là nous regarder qui l'a ça faire, qui la chambre, qui c'est côté là ça. Et pas oublier au niveau de la formation, nous tenions un centre de formation. Eh bien, quand tu es, parce que c'est les élus qui ont envoyé amis, famille, amants, amis à Yoadan, jusqu'à effectivement centre de formation là qui est à Petit Bourg là, l'AFPA. Eh bien, là, nous avons constaté qu'il est mort. Il est mort parce que c'est élu là, ça, c'est là, il a envoyé mon fin. Je là, la Chambre d'agriculture, nous avons constaté que le président Aïe, je là, eh bien oui, eh bien son conseil régional, eh bien, je là, dans la SAFER, eh bien, nous avons 5 personnes à le conseil départemental, et nous qui passé, nous avons parlé le port Samuel tout à l'heure là, et vers l'aéroport, mais je là, d'après moi, c'est, on élu, c'est mon Panchao, qui est présidente à le port, il me semble, au conseil de surveillance. Et nous, on fait une analyse, quand c'est mon ça qu'a fait, et Caillou véritablement qu'a fait pour la Guadeloupe. La réponse c'est que c'est pas elle qui a le pouvoir là. Mais oui. Alors, merci. C'est vraiment le tour de plateau. C'est le président, le directeur qui est président du directoire, qui a tous les pouvoirs. Non, alors, nommé par le ministère. Non, d'accord, sans aucun dit moi là, mais ça a vu poser moi un problème. En pas vrai, quand il cherche, alors est-ce que c'est subvention qui couru derrière? Si un président du directoire n'a pas de pouvoir, si un président du CHU, parce que nous parlons l'eau de CHU, nous parlons l'eau des côtés là, nous parlons l'eau des mondes, mais nous ne parlons pas des présidents là
à conseil d'administration à CHU aussi, qui était là, et que ça caille aussi mal. Et jusqu'à maintenant, là, faut nous effectivement capables à garder nous à don miroir et dire aussi, laisse pas caille, parce qu'on parle quand caille chercher dans quel que soit côté là, et si nous voulons changer le rapport avec la France, eh bien, faut nous être capables véritablement à poser problématique là ça, à dire que si c'est moi le président, eh bien, c'est moi qui a décidé, et que si on pas décidé, eh bien, on pas là. Merci, merci Hubert. C'est vraiment le tour. C'est moi. Alors, elle parlait de pour nous mettre, on ne pas marcher. Mais moi, tu veux que j'intervienne. Moi, en cas persister à dire qu'en cas quoi un pays là ça, pas nécessairement d'accord avec Hubert. Pas nécessairement d'accord avec Hubert. Les qui a dit qu'on s'en faut router si là qu'il a là pour mettre des jeunes. Pas en question des personnes. C'est en question de pratique. Parce que nous avons quelques jeunes qui jamais ici en Guadeloupe. Et qui ont les mêmes pratiques. Ça veut dire que ni un système a changé, ni des pratiques a changé. Ça veut dire que les gens que nous avons envisagés, peut-être que c'est des jeunes. Certes, on est bien souhaité que c'est des jeunes qui prennent leur pouvoir politique en Guadeloupe, mais il ne faut pas y avoir un formatage là, qu'il y ait là, nécessairement, parce qu'il y a fait la même politique là. En cas quoi un pays en moins, et comment des outils, par exemple. La fille qui est intervenue là à l'instant, il dit comme ça qu'il y a des démouner nous. Moi, en fond proposition en député, on dit député là, sans qu'on propose là, pas pour la Guadeloupe. Henri Joseph a dit comme ça, on dit il a fait référence culinaire des 0 à 6 ans. Si des 0 à 6 ans, il n'a pas mangé fouille à pain, en patate, il peut jamais manger ça et il peut jamais ça. En cas de l'école, en proposition, le député dit, on fout, vous êtes joué l'Assemblée nationale. On dit, mais pas rien qui pour la Guadeloupe, c'est pour la France entière. Là, vous avez un rentré en première année maternelle, faut mettre un qui s'assemble en face à lui. Si son petit Corse, mettons Corse en face à lui. Si son Martiniquais, mettons Martiniquais, juste peut-être qu'au CP. Après, quoi, vous ouvrez champ là, puis ça peut ouvrir au monde. Parce que culturellement, c'est là aussi qu'a commencé à former. Et un des camarades qui a fait l'école, à haut niveau, il a dit, l'échec, la réussite qu'a construit depuis la maternelle, l'échec qu'a commencé à construire depuis la maternelle. Donc, ça veut dire tout simplement que nous avons des outils à imaginer et il faut nous avoir courage d'être au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi pas? Pour dire qu'on s'y ouvre, il faut qu'on ouvre d'ouvrir parce que culturellement, nous avons rassemblé, nous avons les bases de la vie. D'accord? Mais c'est ça, il y a qu'à croire qu'il faut nous avoir la capacité de débiter ça et de défendre de telles idées, de telle sorte que les pays ont effectivement, que là nous arrivons à 15, 20 ans, 30 ans, et bien nous pas démouner totalement parce que nous avons un socle culturel que nous n'avons plus d'abord nous. Merci. Merci Alex. Je ne sais pas si vous prenez d'autres appels parce que j'aurais bien aimé écouter ce que les gens ont à dire. Je ne serai pas très long, juste pour dire que je partage le point de vue. C'est pas vraiment une question d'âge, c'est une question de pratique. Il a tout à fait raison. Je connais de jeunes politiques qui ont les vieilles pratiques. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Je partage le point de vue sur... alors c'est un sujet polémique, on ne va pas revenir dessus, mais pour plusieurs raisons. On a parlé tout à l'heure de la DEAL et autres, des normes françaises, mais manifestement, que ce soit Port-Louis, que ce soit DEAC, Fort-Royal, que ce soit je ne sais où, il y a un problème d'insertion de cette jeunesse. Il y a quand même, et c'est pour ça que je vous disais que je vous suivais, parce que je vous remercie, je vous félicite pour le combat que ce soit Fort-Royal. On ne peut pas admettre qu'on a un hôtel qui nous appartienne et en fait qu'on n'a pas de jeunes qui soient en capacité de pouvoir exercer des fonctions dans cet hôtel-là. Donc il y a une forme de... Je ne sais pas comment on peut dire, mais il y a une raison, parce que j'essaie d'être politiquement correct, mais il y a une raison, je crois que Césaire parle de génocide de substitution, donc je pense que si Césaire, à son âge, parle de génocide par substitution, il savait ce qu'il disait, mais Césaire n'était pas n'importe qui, mais il y a quelque chose qui fait en sorte que la jeunesse, vos enfants, ne trouvent pas leur place en Guadeloupe. Et ce sont d'autres personnes qui arrivent à trouver leur place en Guadeloupe parce qu'ils ont les réseaux, parce qu'ils sont soutenus et autres. Et donc, moi, ce que je peux dire, c'est que avant d'envisager une suite quelconque, il faut trouver une place à cette jeunesse, qui est une jeunesse compétente, c'est une jeunesse qui s'est formée, peut-être plus formée que les générations passées, et qui souhaite prendre des responsabilités au pays et qui se retrouve bloquée par un système qui profite à des gens de l'extérieur, mais aussi qui profite à des gens qui sont au pouvoir et qui, effectivement, alimentent leur réseau, leur famille. Dernier point, c'est très 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 long, lorsqu'on parle de la vie chère, parce que c'est aussi un sujet qui alimente la Martinique, c'est un sujet qui nous alimente depuis une vingtaine d'années, vous avez parlé de l'octroi de mer.
il n'y a pas que l'octroi de mer. Alors effectivement, on peut toujours se poser la question, pourquoi il y a l'octroi de mer sur une voiture ? Pourquoi il y a l'octroi de mer sur un téléphone ? Il faut savoir que les voitures, en moyenne, coûtent 20 000 euros, 15 à 20 000 euros plus cher en Guadeloupe. Il faut savoir que les pièces détachées coûtent plus cher en Guadeloupe. Et on peut continuer ainsi. Donc quand on parle, par exemple, je ne veux pas faire... je connais l'engagement d'Evita sur le mouvement de 2009. Mais je veux dire, 2009, c'est loin. 2009, c'est loin. Et en 2024, excuse-moi, Evita, rien n'a changé. Donc nous ne sommes pas dans une attente. Non, mais rien n'a changé. Rien n'a changé. Voilà. Donc ça veut dire que je te parlais tout à l'heure de la guérilla urbaine qui a eu lieu, on oublie. Et moi je suis très inquiet de ce qui est en train de se passer en Martinique, parce que ça prend des proportions. D'ailleurs je salue le R qui a eu une approche très intelligente, et je conseille ça à nos amis syndicalistes de l'FPI. La philosophie du mouvement Martinique était de ne pas pénaliser la population. Donc ils ont commencé à cibler ce qu'ils appellent les centres de profit. Le syndicalisme guadeloupéen, si je peux me permettre ici, vient à pénaliser la population. Quand vous coupez l'électricité des gens, moi je dis, il y a des gens en Guadeloupe qui ont eu l'électricité pendant 2 heures. 2 heures pour un conflit personnel. Le combat de la vie chère n'est pas, je ne serai pas très long, le conflit qui est au sein d'une entreprise privée. Mais c'est une population qui se retrouve en otage. Des gens qui ne peuvent pas se nourrir, des gens qui sont sur alimentation, des pertes dans les congélateurs, des pertes en électroménager, des restaurateurs qui ne peuvent pas travailler, des hôtels qui ne peuvent pas travailler. Pourquoi ? Parce que vous avez un conflit d'indemnité kilométrique. Donc il y a aussi, c'est ce que j'essaie de dire ce soir, c'est très long, une remise en cause. Alors je vais juste terminer parce que la dame a été choquée du fait que j'ai parlé d'un patriotisme désuet, mais je pense qu'Evita a bien résumé les choses. Quand pendant 20 ans on vous a promis monts et merveilles, vous avez des gens aujourd'hui qui ne croient plus en rien et qui se jettent dans les bras des extrêmes, extrême gauche, extrême droite. Et donc c'est en ce sens que je parle de patriotisme désuet, parce que les promesses des générations passées, et je pense que Frantz Fanon disait, chaque génération doit assumer sa mission ou la trahir. Je suis désolé de vous dire, vous avez trahi votre mission. La génération de mes parents a trahi sa mission. Et je ne veux pas rentrer dans un conflit générationnel avec vous, mais force est de constater aujourd'hui que la Guadeloupe que vous nous donnez n'est pas meilleure que la Guadeloupe que vous avez héritée. Moi, je me rappelle une époque où les Guadeloupéens dormaient la porte ouverte. Je me rappelle une époque où on n'avait pas autant de conflits sociaux en Guadeloupe. Et ça me fait peur, parce que demain, je vais avoir des enfants, et vu le lourd héritage que vous nous avez laissé, je ne sais même pas, je ne suis pas en capacité de pouvoir laisser une Guadeloupe meilleure. Peut-être que dans 20 ans, il y aura le successeur d'Yves Boissé, et il y aura quelqu'un à ma place qui viendra critiquer ma génération. Merci, Evita. Donc, je voudrais dire tout d'abord que, en matière de conflits sociaux très graves, la Guadeloupe, on a connu bien avant nous. Par répétition. Donc, bon, ça c'est un rappel. Avec des morts. Avec des morts. Donc, je sais pas, mais Basse-Terre, par exemple, j'ai le souvenir en mars 67, j'étais petite fille, j'ai le souvenir de choses terribles. Donc, non, je veux dire qu'il y a plus de conflits sociaux maintenant qu'avant, non. Mais disons qu'il y a... Parce qu'ils étaient violents, ces conflits sociaux. Ils étaient très violents parce que le rapport était vraiment frontal. Maintenant, c'est plus comment dirais-je, sournois, en fait. Parce qu'on fait croire qu'on laisse un peu, alors on laisse de temps en temps certains faire des choses, et puis subitement, on décide de les arrêter, etc. Il y a un jeu terrible. Parce qu'il faut savoir qu'en matière de conflit social, c'est l'expression toujours du fameux rapport de force entre celui qui gouverne au nom du peuple et le peuple. Alors, vous imaginez, le peuple, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin d'être reconnu. Il a besoin de rappeler qu'il existe. Alors, imaginez cela dans notre contexte de pays colonisés. C'est ça. Et moi, je pense que les conflits sociaux ils vont perdurer et qui vont continuer, c'est simplement maintenant, par rapport à cette jeunesse que je rencontre, puisque je suis avocate, donc on est amené à plaider pour eux, à discuter avec eux. On ne se contente pas seulement de plaider pour eux, on veut comprendre le mal-être. Moi, je pense que ces jeunes-là, ils sont dans une situation beaucoup plus difficile que celle que nous avons connue. Pourquoi? Parce que nous, on était plein d'espoir, on pensait qu'on pouvait faire avancer les choses, etc. Là,
ils sont dans une situation où ils disent oui, ils portent le drapeau de l'UPLG, devenu drapeau de la Guadeloupe, et en même temps, ils savent qu'il y a un système qui permet d'avoir un peu d'argent à la fin du mois, etc. Donc, c'est terrible parce qu'ils sont, en même temps, il y a une partie d'eux qui veut s'affirmer, qui veut avoir la liberté d'expression, etc. Et puis l'autre qui dit, oh, mais j'ai quand même peur de quitter le système français. Et ça, c'est pas seulement les jeunes. Donc, ce n'est pas du tout évident ce que beaucoup de Guadeloupéens vivent. Alors, peut-être parce que le mouvement, effectivement, patriotique n'est pas allé jusqu'au bout, mais c'est une réalité. Et moi, je dis, ben, c'est un combat, tout le monde sait que c'est un des combats que je mène le plus, c'est le combat de l'éducation. Alors là, on se rejoint tout à fait. On apprend à aimer son pays. On ne naît pas en aimant son pays. Il faut apprendre aux enfants à aimer leur pays. Et là, ça serait une transmission extraordinaire qu'on a fait, parce que Fabrice parle de ces jeunes qui ne veulent pas rentrer, mais c'est parce que justement le lien a été coupé. Parce que quand vous aimez votre pays, même si vous n'êtes pas sûr d'avoir tous les moyens possibles, vous entrez. Non, voilà, et vous entrez et vous êtes ancré dans ce pays. Moi, j'ai fait mes études comme tout le monde en France, mais je suis rentré. J'aurais pu rester, avoir toutes les possibilités. Je suis rentré. Pourquoi? Parce que vous avez l'appel du pays. Et ça, malheureusement, nous l'avons peut-être... Enfin, pour beaucoup de jeunes, je le reconnais, parce que j'aimerais aussi quand même dire, parce que... Alors, rapidement, parce que les autres, effectivement, ont pas... Et je voudrais simplement dire, il ne faut jamais oublier, quelle que soit la situation difficile dans laquelle nous sommes maintenant, je reconnais, j'en ai parlé tout à l'heure, mais il y a le génie guadeloupéen. Il y a un vrai génie guadeloupéen. Et le jour où on fera justement, on va s'arrêter sur ça. Comment nous pouvons créer des choses? Comment nous pouvons faire des choses extraordinaires? Parfois, on ne le sait même pas. Je dis, quand on s'assoit et qu'on vous dit, Evita, un tel, il a fait ça. Un tel, il a créé ça. Un tel était aux États-Unis, il fait ça. Vous dites, mais c'est vrai. C'est un pays... comment dirais-je, qui a du génie, et il faut qu'on le reconnaisse. Malheureusement, on ne le reconnaît pas encore assez, parce que nous avons, du fait de l'assimilation, on continue à penser que le génie est chez l'autre. Merci, Samuel. Alors, c'est vrai que je ne vais pas reprendre les... Excusez-moi, je voudrais juste dire quelque chose, excuse-moi ça. Mais vraiment, je donne un exemple. On a plus de temps. Voilà, j'ai appris une chose que je ne savais pas, par exemple, qu'il y a des jeunes qui avaient voulu créer une plateforme pour des produits surgelés frais et secs pour 400 magasins de proximité sans enseigne. C'était un projet extraordinaire et ils devaient participer, devenir actionnaires. Malheureusement, ça n'aboutit toujours pas. Voilà une idée géniale. Voilà. Merci. Samuel. Alors, je voulais répondre à Fabrice qui dit, il n'y a pas de souci, qu'elle trouve une place pour la jeunesse. J'ai envie de dire non, il faut que la jeunesse prenne sa place. Et tout est à faire. C'est vrai qu'on a un pays qui... on concentre énormément de handicap. Les choses ne vont pas bouger si on viole pas un peu le système. L'une des solutions serait effectivement de faire de ce pays-là une zone franche. Grande zone franche. Parce qu'il y a plus de 3500 zones franches dans le monde. Et l'Angleterre a fait des expériences et tout ça. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est qu'à partir du moment où l'État français avait mis en place les 40%, c'est que l'État avait admis que ce n'était pas possible de vivre sans ces 40%-là. Alors, ce qui crée la disparité, c'est que, et les personnes qui n'ont pas ces 40%-là, mais ces personnes-là sont laissées pour compte, et c'est le plus grand nombre, malheureusement. Donc, il s'agit de réparer cette erreur-là, de se dire aujourd'hui, que coûterait à la France, on a fait un calcul déjà, que coûterait à la France de dire, voilà, on vous exonère de toutes les taxes là, de TVA que vous payez, on aura ce que la France verse et ce que la France ne serait pas obligée de verser pour que cette économie-là, on a besoin que la Guadeloupe reparte. Et il y a trop de personnes sur le trottoir, trop de personnes, trop de familles, et forcément ça crée de la frustration, c'est de la misère. On voit bien qu'on n'est pas prêt pour entrer dans le monde de demain parce qu'on n'est pas équipé financièrement, parce que il y a une grosse misère sociale sur ça. Et c'est vrai que des projets de jeunes seraient mieux financés. Il y a des choses à faire. Je le dis ce soir-là rapidement. On va en parler. Je pense que c'est un sujet qui mérite une émission à lui seul. Mais il faut que la Guadeloupe, ce serait une des solutions que ce pays-là soit en zone franche. Merci beaucoup,
madame, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Mais le débat est ouvert et il n'est pas fermé, puisque c'est un sujet qui mérite vraiment qu'on puisse l'aborder sur différents angles. En tout cas, merci aussi aux téléspectateurs qui nous ont appelés. Je sais qu'il y en avait beaucoup d'autres, mais nous aurons l'occasion de vous avoir la semaine prochaine. Restez fidèles à cette émission. Excellente soirée à tous.